Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On est un peu pixelisé. Non, ça va, on est assez net. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Coucou Shadownist et coucou Caronix. Pauline piège les humoristes à Caronix et les snobs tant qu'ils n'ont pas livré leurs secrets. Bah écoute Caronix, il faudra que tu fasses le déplacement jusqu'à Toulouse. Hein. Voilà, voilà. Ce soir, donc rencontre, ça faisait longtemps, depuis juin. Et donc vous le voyez dans le titre, qui sont les écrivains d'aujourd'hui. On va donc parler de la réalité d'écrire aujourd'hui, c'est-à-dire donc des personnes un peu comme nous, c'est-à-dire qui écrivent depuis plus ou moins longtemps, qui sont pas très connus ou bien pas encore connus. Mais pour qui l'écriture tient une place primordiale dans leur vie. On va parler édition, auto-édition, on va parler de la question de la promotion aussi, de comment se former, et puis aussi de la littérature aujourd'hui, notamment littérature de l'imaginaire, la question des genres, des sous-genres aussi. Voilà, voilà. On a posté des sondages en amont. Merci Shadownist, merveilleux Shadownist, homme prolifique, le meilleur d'entre nous. Il a plusieurs titres. J'aime les stats. On pourrait avoir un jingle. J'aime les stats. Moi c'est acté dans ma tête. J'aime les graphiques, j'aime les Excel, tout va bien. Et TTT, donc on donnera les résultats des sondages au fur et à mesure en fonction des sujets qu'on aborde. Mais il y a eu pas mal de réactivité, donc ça c'est cool et merci à vous. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu en quelques mots. Voilà, quelle est la place de l'écriture dans votre vie aujourd'hui, si vous avez des projets en cours, des réalisations passées ou à venir, ce que vous avez envie de dire de vous. Je vous laisse commencer. Très bien, et bonjour les gens. Donc moi c'est Mathilde, j'ai bientôt 25 ans. Je fais des études dans la culture avant de me lancer dans le grand monde professionnel, j'avais quand même envie de m'occuper un peu de ma passion qui est l'écriture, et donc j'ai fait un master à Toulouse en création littéraire, le même que Pauline, voilà, à quelques années d'intervalle, dont je viens d'être diplômée là il y a quelques semaines. Et mon premier roman vraiment terminé, ça y est prêt, c'est un roman jeunesse qui va bientôt être envoyé en maison d'édition, et on croise les doigts pour qu'il trouve preneur. Mais voilà, donc moi j'écris principalement de la littérature adulte et jeunesse, adolescent, et du contemporain. Uniquement du contemporain, je suis pas très littérature de l'imaginaire. Voilà. Ok. À moi. Du coup, Swan, j'ai 31 ans, j'écris depuis un bout de temps, mais j'ai commencé à être publié en 2016 avec des nouvelles. J'ai fait beaucoup d'appels à texte jusqu'à présent. La nouvelle, c'est un peu mon fonds de commerce, comme j'aime dire. Donc je fais beaucoup d'appels à texte divers et variés. J'ai eu quelques publications chez les éditions Souffle Court, les éditions Malpertuis, la revue Squeeze. Là, la dernière publication était chez Malpertuis pour leur anthologie numéro 14, Malpertuis 14. Et j'ai un fix-up aux éditions L'Harmattan qui rassemble vraiment mes thématiques, qui sont plutôt contemporaines également. Fix-up, c'est un assemblage de nouvelles avec un fil rouge qui les interconnecte en quelque sorte. Ok. Et donc contemporain, mais avec des touches un peu fantastiques ou au moins réalisme magique, pour ceux que ça parle. Ok. Voilà. Bon, on va venir justement à la question des différentes touches et des sous-genres. Si on parle un petit peu de la littérature aujourd'hui, chez les écrivains notre génération, même là les plus jeunes, qui arrivent aussi sur le marché, vous avez l'impression quelle grande tendance se dessine? Est-ce que c'est plus dans la littérature de l'imaginaire, ou plutôt la littérature blanche, ou bien dans quel sous-genre, parce qu'il y a les sous-genres par exemple d'urban fantasy. Enfin, moi j'ai entendu parler de
high fantasy, de low fantasy. Voilà. Honnêtement, je pense que, en ce moment, en tout cas, ce dont on entend le plus parler sur les réseaux sociaux, ça va être la littérature de l'imaginaire, et ce qu'on disait tout à l'heure, et la romance. Est-ce que c'est parce que c'est ce que les gens écrivent le plus maintenant, ou est-ce que c'est juste aussi parce que c'est des genres qui ont été mis de côté et dénigrés pendant de nombreuses années, notamment par les prescripteurs de culture, donc que ce soit radio, télévision, journalistes culturels, librairie aussi. Parce qu'il y a, enfin, même l'imaginaire, même la science-fiction, et la fantasy, dans des librairies généralistes, c'est pas enfin, c'est relativement récent, parce qu'il y a plein de librairies généralistes qui considéraient que c'était pas de la suffisamment bonne littérature pour être, pour être mis en avant, etc. La romance, pareil, alors qu'en ce moment, c'est ce qui marche. Je pense un des domaines qui marche le mieux. Et je pense que c'est les auteurs et autrices, parce que c'est majoritairement des femmes, qui aujourd'hui ont le plus de chances de vivre de leur plume. Ouais. Et je pense que c'est le genre où elles sont le plus nombreuses à vivre de leur plume. On sait à quel point en France c'est difficile de vivre de sa plume. Je pense que l'action reviendra après. Donc ouais, je sais pas si c'est que ces genres les gens écrivent plus de ça maintenant, ou c'est juste que c'est plus visible parce que on est sorti un peu de ce truc de la littérature blanche, c'est la seule littérature qui vaille, et c'est la seule vraie littérature, et le reste finalement c'est littérature de gare, etc. Ou c'est pour les gamins, et donc on s'intéresse pas, parce que même la littérature jeunesse pendant commence à être vue comme de la littérature, alors qu'avant on était en mode... C'est sympa pour les enfants, mais bon voilà. Il y a des cycles de dénigration des genres littéraires depuis... C'est vrai, ça avait été le cas avec le roman. Et n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs ce que vous en pensez. L'imaginaire également, qui a commencé à prendre petit à petit au début du XXe siècle, mais qui était considéré comme quelque chose de populaire et donc pas de la grande littérature. Sauf que ce qui est populaire, c'est ce qui fait que tout le monde lit. C'est ce qui fait que tout le monde lit, tout à fait. Il y a Tony qui demande qu'est-ce que c'est la littérature blanche exactement. Bonne question. C'est dur à définir, mais en gros ça va être de la littérature pas de genre. En fait c'est ça, c'est la littérature qui n'est pas de la littérature de genre. Oui. Ce qu'on considère de la littérature de genre, donc ça va être tout ce qui est de l'imaginaire, tout ce qui va être polar, roman noir, et justement en fait la littérature blanche c'est en opposition avec le roman noir qui va être polar, thriller, roman d'espionnage, tout ça. La littérature jeunesse, voilà. C'est peut-être un peu ce qu'on pourrait avoir en cinéma, on pourrait faire le parallèle entre les films d'aventure, les films policiers et les films d'auteur. Oui, c'est ça, un peu ça, c'est la réessai de la littérature. Ouais, il y a une citation qui, je sais plus de qui elle est, mais qui je trouve décrit bien la littérature blanche. C'était en gros que ce qui intéresse les auteurs dans la littérature blanche, mais je crois que ça vient du nouveau roman, c'est que c'est plus l'aventure d'une écriture que l'écriture d'une aventure. On va plus s'intéresser en fait à la langue elle-même et à l'écriture en tant que telle, quoi. Plutôt qu'à l'histoire ou... Mais en gros le cliché c'est la Blanche de Gallimard. Je sais pas si vous voyez cette collection beige avec son petit liseré rouge tout autour avec le titre au milieu. La Blanche de Gallimard, qui a son nom, parce que c'est toutes les couvertures blanches moches qui n'ont pas d'image en fait. La littérature blanche, voilà. Non mais en gros pour ceux qui ont du mal à voir ce que c'est, voilà, ça va être mais ce qui va être publié par des maisons comme Gallimard, comme Grasset, comme Stock, ça va être cette littérature, voilà. C'est la littérature qui va être citée dans les prix pour les Goncourt, les Renaudot, le prix de l'Académie française. C'est ce genre de titres qui vont être sélectionnés. On n'a encore, je crois, jamais vu d'ouvrage de littérature de genre dans des grands prix littéraires. Si, je pense à Joël Dickers avec l'affaire Henri Kébert, qui a eu, je crois, le concours des lycéens il y a 10 ans pour l'affaire Henri Kébert, qui est clairement un policier. Ok. Et je crois que c'était un prix un peu exceptionnel. Enfin, je trouve aussi qu'il a une écriture, une forme d'écriture et de style qui rend son texte aussi assez une écriture très facile à lire, etc. Fluide. Il est plus là pour... Enfin, voilà, en fait, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il est plus là pour raconter une histoire que pour faire un jeu esthétique, un jeu de la langue, et voilà, travailler son style...
voilà, c'est pas un exercice de style, c'est avant tout une histoire. Et c'est du polar, et je pense que c'est un peu une exception dans les grands prix littéraires français. Enfin voilà, après, j'avoue que je ne suis pas une banque d'informations sur tous les grands prix littéraires français, donc potentiellement j'en ai raté plusieurs, mais voilà. Il y a Twin World One, pardon, qui dit c'est un policier, mais il jouait pas mal avec le méta. Et j'écoute Tony, j'ai jamais lu Fleming non plus. Non, je ne connais pas Fleming. C'est James Bond. D'accord. Ok. Mais Fleming, c'est celui qui a fait James Bond. Ok. Mais que moi je classe en littérature de genre. Bah, justement. Ouais. Oui. Ouais. Plutôt. Oui, ça m'a l'air d'être plutôt de la littérature de genre. Je ne sais pas quand ça a été écrit. Peut-être qu'il n'y avait pas encore de considération 40, de genre. 50, Mais... je pense. Ok. Ah, si, il y avait... Je pense que c'est Oui, post-Première Guerre mondiale. Les pulps étaient déjà passés Post-Seconde par Guerre là. mondiale. Puisqu'il y a tous les trucs de guerre froide dans les James Bond et tout. Mais, j'avoue que Donc, j'ai jamais lu non plus. Ça correspondrait plutôt à du genre, effectivement. De toute manière, en tout cas au cinéma, ça correspond à du genre. Oui, complètement. Complètement. Et est-ce que vous vous retrouvez, vous, justement, dans les... un peu la surcatégorisation qu'il y a aujourd'hui, notamment dans les littératures de l'imaginaire. Tout à l'heure, je parlais en rigolant de la high fantasy, low fantasy, etc. Moi, je suis musicien à côté. Du coup, cette surcatégorisation, je la connais déjà à travers la musique. Et en fait, c'est de moins en moins parlant au fur et à mesure que tu surcatégorises. Du coup... Moi personnellement, je me reconnais pas du tout là-dedans, mais déjà parce que je me considère pas comme écrivain du genre. Ouais. Je m'intéresse plus à des mouvements littéraires plutôt qu'à des genres littéraires en fait. Les mouvements littéraires, ça peut être du postmodernisme qui justement essaye d'éveiller un rapport puissant à l'écriture à travers une narration nouvelle, une approche nouvelle de la littérature. Il peut y avoir des histoires de genre à l'intérieur, mais ce n'est pas fondamental au fait d'écrire, quoi. Ou typiquement, comme je disais tout à l'heure, le réalisme magique qui correspond aussi à cette approche un peu onirique, symbolique de l'étrange dans une réalité, quoi. Dans le genre, on parle de fantastique. Moi, je parle plus du mouvement en tant que tel, ou en tout cas de la recherche de ça, quoi. C'est peut-être plus la recherche dans l'approche esthétique qui va te parler. C'est ça. Que ce qui est raconté. Ok. Moi, comme je disais, j'écris plutôt ce qu'on... D'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve que le terme contemporain, en fait, aujourd'hui, ce qu'on maintenant, et je pense que ce terme est un peu né avec les réseaux sociaux. J'entends beaucoup parler de littérature contemporaine, donc pour dire que c'est des histoires d'aujourd'hui, dans le monde contemporain, dans le monde actuel, avec des récits de vie, finalement, sans éléments fantastiques ou de genre ou quoi, qui, en fait, ça correspond à ce qu'est la littérature blanche, mais j'ai l'impression que ce terme est venu un peu plus a pris le pas aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'il paraît, je pense, moins élitiste, et il permet d'englober, par exemple, je prends Virginie Grimaldi ou Mélissa Dacosta, qui sont deux des autrices qui se vendent le plus aujourd'hui, qui écrivent, qu'on va catégoriser dans du feel good, par exemple, mais qui sont un peu décriées parce que c'est des femmes, mais aussi parce que c'est des romans ultra populaires, qui sont faciles à lire, qui sont légers, mais qu'on va mettre dans les romans de gare. Quasiment, c'est ça. Et donc les gens vont avoir du mal à dire Virginie Grimaldi, c'est de la littérature blanche. Donc c'est du contemporain, voilà, mais dire que c'est de la littérature blanche, pour plein de gens, je pense que ça leur écorche. C'est pas la même... Je me souviens en écoutant d'une émission du Masque et la Plume il y a plusieurs années. Je sais pas si vous connaissez le Masque et la Plume, émission historique de France Inter le dimanche soir, qui tout à fait. sur la littérature, à la base c'est sur la littérature et le théâtre, et donc ils alternaient, un dimanche soir ils parlaient de littérature, le lendemain, la semaine suivante ils parlaient de théâtre, maintenant ça parle de cinéma plutôt, mais assez assez élitiste dans ses goûts souvent, et assez, ils peuvent être très très violents envers les auteurs, les textes, les films qu'ils commentent,
Ce qui rend ça très très drôle à regarder, je me tape des fous rires en l'écoutant, mais c'est extrêmement. Mais parce que c'est pas moi qui suis visée, parce que c'est extrêmement violent souvent. Et je me souviens que quelqu'un, je sais plus qui dans l'émission, avait parlé dans les livres de Virginie Granadi en disant je ne sais pas comment on peut éditer ça et se dire éditeur. Ouais. Voilà. Ouais. Donc d'une violence assez rare et je pense clairement misogyne. D'ailleurs, il y a eu toute une enquête Mediapart pour dénoncer la misogynie assez fréquente de cette émission. Oui, de toute manière. Voilà. En même temps, il y a Frédéric Becbédé dans l'émission, ça me surprit. Voilà. Non, mais tout ça pour dire, oui, je pense que moi, je suis dans du contemporain, etc. Mais c'est vrai que je connais les gens, j'arrive à les identifier. Genre, je sais qu'on en parlait avec des copains qui écrivent aussi, et notamment sur les lettres d'accompagnement que tu dois faire quand tu soumets ton texte à une maison d'édition et tu dois le ranger dans des genres. Et j'avais plein de copains, c'est ça qui est en mode, mais à quoi ça correspond? Et genre, moi, j'arrivais à peu près à les mettre dans des boîtes en leur disant non, mais toi, c'est ça, tu peux passer là-dessus et tout. Même si j'ai conscience qu'en soi, ça représente pas grand-chose et souvent, ça restreint un texte à ce qu'il n'est pas ou à qu'une partie de ce qu'il est. C'est encore demandé par les maisons d'édition et donc je pense que c'est important de savoir identifier à quoi ces textes correspondent, c'est ça. Mais ça, moi, je vais plutôt identifier mes textes par rapport aux thématiques dont je traite. Par exemple, un des gros enjeux, c'est les questions de féminisme et les parcours de vie de femmes. Et voilà, et ça fait partie, et les gens qui me connaissent, qui me lisent, savent que c'est ce qu'ils vont retrouver dans mes histoires avant une question de genre, puisque je pense que même si je me mettais à écrire du polar c'est transversal quoi. Ou de l'imaginaire, ça serait ma marque de fabrique, elle est là, c'est aller sur un certain militantisme parce que ça fait partie de ma vie et de ce que j'ai envie de transmettre. Et que j'écrive de l'adulte ou du jeunesse, d'ailleurs, c'est des textes qui ont une portée féministe. Oui, bah c'est partie de ton identité littéraire, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un peu pareil, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle La récolte des flammes et j'ai découvert très tardivement que ça serait identifié comme du folk horror. Du folk horror. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça devient très précis là. Folk horror. Alors pour ceux qui regardent un peu de cinéma, il y a Midsommar qui est sorti il y a quelques années, qui correspond à cette identité, qui reprennent en fait des éléments culturels et folkloriques d'une culture et qui vont y inséminer une dimension fantastique, horrifique dans la démarche pour l'histoire, pour les personnages, etc. Et je ne connaissais pas du tout cette catégorie. À force de me renseigner de ci, de là, j'ai vu qu'il y a des similarités, des capillarités entre mon texte et ce genre-là. Et je me suis dit, donc c'est ça que j'ai écrit. Très bien. Mais à la base, ce texte, c'est effectivement des thématiques écologiques qui ont motivé la chose avant d'être... écologique et philosophique d'une certaine manière, en tout cas sur la réflexion du vivant, quoi. Mais pas du tout une forme de catégorisation. Oui. Après, comme le disait Mathilde, c'est vrai qu'on est obligé quelque part d'en passer par là, d'autant plus que c'est vraiment des catégories de plus en plus précises au final. Et dans le chat, ils se questionnent pour savoir si tu es guitariste. Je suis bassiste. Je ne me considère pas comme un très grand bassiste, mais comme beaucoup de bassistes, on s'est lancé dans la musique pour monter un groupe avant de jouer de la musique à la base, quoi. Et finalement, j'ai continué. Je fais ma petite tambouille dans mon coin, même si je suis pas très bon. Je me débrouille pour faire mes projets musicaux à côté, quoi. Et je me débrouille surtout en composition pour ceux qui connaissent du coup les logiciels Guitar Pro m'ont bien aidé là-dessus. Oui, je crois que je reconnais son pseudo. L'habitué et le fidèle. Et est-ce que c'est chaud les solos en tant que bassiste, demande Tony? Il y a rarement de solos, en tout cas dans les genres que j'ai pratiqués, les solos de basse, on va plus considérer ça pour le funk notamment, mais ou le jazz. Marcus Miller. Tout à fait. Mais dans le milieu qui est plutôt rock que je côtoie, le solo de basse, pas spécialement. En tout cas, t'en as pas besoin pour jouer en groupe, quoi. Ça m'a arrangé. Et donc, pour finir sur ce premier point-là, vous direz plutôt qu'on a affaire à une hybridation, enfin un joyeux mélange des genres et des sous-genres,
ou plutôt, ou est-ce qu'on tombe pas plutôt davantage dans une surcatégorisation? Qu'est-ce que ça vous inspire en fait? J'ai l'impression qu'il y a quand même les deux phénomènes qui existent en fait. Typiquement, bon, je vais reparler du coup du postmoderne, mais dans le postmoderne, il y a le roman La Maison des Feuilles qui est typiquement dans cet interstice entre la littérature blanche qui va étudier finalement des procédés narratifs, d'écriture à travers son texte, son histoire, mais à côté de ça, c'est une littérature de genre qui aborde le fantastique d'une manière entre guillemets inédite pour l'époque et qui a finalement influé énormément sur la culture du net, que ce soit à travers les creepypastas, à travers les projets collectifs comme la fondation SCP, comme les Backrooms, ce genre de choses. Et c'est typiquement des œuvres qui existent, qui sont des œuvres de niche, mais qui ont une fanbase tellement colossale et tellement posée, et qui considèrent ça comme un chef-d'œuvre et qui le défendent comme un chef-d'œuvre dès qu'ils le peuvent, comme je suis en train de le faire. Que au final... Il est là que pour ça, en fait. C'est ça. Parler d'écriture, non. Juste La Maison des Feuilles. C'est ça. Et du coup, je pense qu'il y a effectivement des œuvres qui essayent justement de faire une jonction avec la littérature blanche et le genre, tout comme il y a une surcatégorisation qui essaye finalement, qui est plus une démarche de catégorie et du coup de marketing, en fait. Ouais. De se dire, je vais écrire quelque chose qui correspond aux attentes du moment parce qu'il faut que ça se vende. Il y a peut-être aussi un peu de ça derrière, Oui. quelque chose de purement mercantile. Oui, de pragmatique aussi, parfois, Oui, quand pragmatique, on ouais. est auteur et qu'on cherche Tout à fait, ouais. Et percer. il y a une nécessité aussi à catégoriser, que ce soit en maison d'édition, puisqu'il y a des maisons d'édition qui sont plus ou moins spécialisées dans des domaines ou dans des thématiques, mais aussi en librairie par exemple. Pour le coup, je travaille en librairie en ce moment, et il y a des titres, en fait, on est obligé d'avoir des rayons par thématique, etc., par secteur, et il y a des titres qui sont difficilement classables, ou voilà, et justement on galère parce que soit nous on galère, soit des fois c'est les clients qui vont les chercher quelque part et qui disent je l'ai pas trouvé, on est en mode ah mais c'est normal, c'est parce que c'est pas rangé là en fait. Mais par exemple, même des titres très connus, prenons le journal d'Anne Frank par exemple. Vous le rangez où? En littérature, en histoire, en témoignage, ou même pourquoi pas en jeunesse, ou même en scolaire, puisque c'est un livre prescrit et souvent demandé en lecture par l'école. Donc les gens vont aller les chercher dans ces 5 ou 6 rayons. Et en fonction, et en même temps on peut pas en avoir nous dans tous les rayons possibles où les gens vont y penser. Ou même des romans, aujourd'hui ces dernières années c'était beaucoup la mode de l'autofiction, la question ou de l'écriture de soi, plutôt même, plus que l'autofiction d'ailleurs, l'écriture de soi, de récits romancés sur sa vie mais qui restent réalistes, etc. Et la question c'est on les range où? Est-ce qu'on les range en littérature, mais en même temps c'est du témoignage quasiment, puisqu'il y a des gens qui, c'est vraiment du récit, c'est juste que c'est bien écrit. Est-ce qu'on les met en témoignage? Mais en même temps, c'est oublier l'aspect littéraire quand même, et l'intention littéraire qui a été mise derrière la rédaction. Oui, c'est que tu tronques un aspect finalement. C'est ça. Ouais. Et c'est un peu un des enjeux aussi de la catégorisation, c'est qu'à un moment donné, il faut ranger ses livres quelque part, il faut pouvoir les présenter d'une certaine manière, il faut pouvoir parler au public qui va avoir envie de les lire. Et donc une certaine catégorisation est nécessaire, mais je pense aussi qu'il y a une hybridation, notamment du fait des réseaux sociaux et du fait que de plus en plus les auteurs font leur promotion par eux-mêmes. Oui, complètement. Aussi, complètement. Il y a Wanou qui nous dit il y a les Particules élémentaires, c'est un roman de SF très vite catalogué en littérature blanche pour vendre plus. Et par rapport à Anne Frank, Chadonis nous dit histoire / témoignage. Il le rangerait. Et ben non, on le range en littérature et en histoire, voilà. Mais c'est comme par exemple certains auteurs, je pense notamment à Clémentine Beauvais, meilleure autrice du monde, enfin l'une des meilleures, si vous ne connaissez pas, qui écrit principalement en soi de la jeunesse, qui est publiée par Sarbacane, qui est une maison d'édition 100% jeunesse, qui a des super textes dont Les Petites Reines ou Récits de romance, mais qui, quand elle passe en poche, est publiée en poche jeunesse, mais en poche adulte également, puisque elle a ces titres, même si les héros sont des adolescents, fonctionnent très très bien sur des adultes, c'est extrêmement pertinent, c'est extrêmement drôle, elle a une plume formidable, cette femme est un génie.
Mais en même temps, combien d'adultes vont pas aller lire un truc avec marqué livre de poche jeunesse Ouais. ou édition jeunesse, pôle fiction, machin, parce que, ah oui, mais c'est pour les enfants, moi je suis une personne adulte, alors que quand il y a marqué j'ai lu édition du point, édition point ou un truc comme ça, bah en fait, en livre de poche, en littérature adulte, même sans avoir un dénigrement de la littérature jeunesse, ils vont pas penser à aller chercher des livres pour eux en littérature jeunesse. Et donc, cette double. Ça reste c'est de la littérature jeunesse, mais en fait, cette double édition et en jeunesse et en adulte lui permet d'avoir trouvé beaucoup plus de public et d'avoir donné un succès phénoménal à ces titres, puisque Les Petites Reines a été adapté au théâtre, en bande dessinée, enfin voilà. Ouais, et puis il faut se rendre à l'évidence, en fait, on est branché pour créer des cases, pour faciliter notre rapport au monde, en fait. Oui, hein. complètement. Donc, Complètement, oui. à partir de là, pour avoir un rapport au collectif, pour en société comprendre de quoi on parle, on crée forcément des catégorisations. Ouais. Et ça, peu importe le milieu que tu côtoies. On aura beau dire, essayer de faire une fluidité entre les choses, il y aura toujours des codes qui correspondent à une certaine identité, et après, on joue dessus ou pas. Oui, complètement. Tony, n'hésite pas à préciser ce que tu voulais dire par rapport au Grand Bleu, ce que c'était quand Swan parlait. Si tu peux préciser, enfin si tu as envie. Vous aimez la poésie. Oh, tu veux amener un débat sur la chaîne. On avait dit qu'un jour qu'on ferait le procès de la poésie parce qu'on avait fait un apéro littéraire une fois il y a plusieurs mois. Et chacun avait un avis très tranché sur la question. Mais il faudra qu'on fasse le procès de la poésie, un de ces quatre. Moi, pour le coup, j'en ai pas mal lu. Twin World, j'allais dire, la catégorisation valait pour les librairies pour savoir où ranger et chercher, mais à l'heure du tout informatique, les tags permettent aux consommateurs qui ne savent pas quel titre acheter de se référer à des typologies. Tout à fait. Tu parlais de Eric Serra. Ok. Par la musique, je suppose, du coup. Je pense, oui. Oui, Wanou a dit que tu étais le prochain. Etc. D'accord. Eh bien, on a commencé un petit peu à parler de la promotion. Je vous propose d'aller vers là. Alors avant d'aborder la question de la promotion, on a posé des questions donc sur les réseaux sociaux par rapport à vos préférences quant à l'édition traditionnelle, donc en maison d'édition, ou bien la voie de l'auto-édition. Et je vais prendre le temps de lire certains avis, parce que c'est très intéressant, il y a des avis assez tranchés sur la question. Et je pense... en plus. Oui, complètement. Trop bien. Complètement. Et je pense qu'on fera un live sur l'auto-édition, en fait, parce que au vu des résultats des sondages, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, quand on pose la question, vous êtes plutôt tenté par l'édition traditionnelle, donc passer par une maison d'édition ou par l'auto-édition. 41% préfèrent l'édition traditionnelle, 23% l'auto-édition. Et les 35% restants, c'est en fonction du projet. Ça va dépendre du projet d'écriture, qu'est-ce qui va être le plus pertinent. Il y a Lucille qui nous a dit que l'auto-édition lui permet de vivre, mais que certains marchés, comme celui de la science-fiction, vont être plus accessibles grâce à des maisons d'édition spécialisées. Donc parfois, c'est mieux de passer par une maison d'édition. Il y a Matt, notre cher Matt, qui n'est pas dans le chat ce soir, je crois. Qu'en se passe-t-il ? Mais merci Matt. Matt, elle penche plutôt pour l'édition traditionnelle, car elle n'a aucune idée de comment bien réussir son auto-édition, et c'est aussi pour ça que j'aimerais qu'on fasse un live sur l'auto-édition, qu'elle ressent un besoin d'accompagnement, enfin en tout cas si elle se lançait dedans, elle aurait besoin d'un accompagnement. Et ensuite, il y a eu 2 avis justement qui étaient plutôt tranchés. Pour Sylvain, l'édition traditionnelle va être toujours tentante car elle apporte une reconnaissance de nos efforts, mais lui, il penche plutôt pour l'auto-édition. Et les raisons, c'est la liberté qu'on peut y trouver, une meilleure rémunération aussi, et la possibilité de choisir son prix. Et à contrario, Lise a répondu que l'auto-édition, pour elle, c'était une arnaque.
parce que on doit fabriquer le bouquin, on va pas avoir accès au réseau de diffusion, de distribution des librairies, alors que l'éditeur, lui, il te paie et se charge de la diffusion et de la distribution. Et pour finir, Pascal a donné un retour d'expérience assez intéressant qui montre que les choses, effectivement, sont parfois pas autant tranchées et qu'on fait des choix aussi parfois pragmatiques. Et pour lui, par exemple, l'auto-édition, ça a été un choix de raison et par défaut, car les éditeurs qu'il a rencontrés n'étaient pas forcément des chefs d'entreprise ou des bons commerciaux. Et donc, ils lui proposaient des salons, mais ça, lui, il le faisait déjà. Et c'est tout. Donc, il lui proposait pas de dédicaces, de démarches pour la promotion. Et la distribution, c'était compliqué. Donc, il s'est tourné vers l'auto-édition. Parce qu'au moins, s'il y a un souci, il savait à qui s'adresser, quoi. À lui. Voilà. J'ai essayé une fois... Un pôle littérature journalistique. Ok. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous, là, actuellement, en tant qu'écrivain, vous penchez plutôt pour l'auto-édition, pour l'édition traditionnelle, et pourquoi, peut-être pour quel projet aussi vous avez en cours. Et vous? Je t'en prie. Alors moi, honnêtement, je penche plutôt du côté de l'édition traditionnelle. Pour plusieurs raisons, alors qui ne vont pas forcément être citées dans l'ordre, mais voilà, il y a la question par exemple de la reconnaissance qui a été citée. Ouais. Aujourd'hui, pour être reconnu par la société, par les gens, auteurs, etc., c'est vrai que passer par l'édition traditionnelle, c'est plus facile, puisque même si maintenant, par exemple, le statut d'artiste-auteur est disponible pour en auto-édition, je crois que ça fait juste 3 ans, me semble-t-il. Voilà, un délai comme ça, donc c'est encore très très récent. Quand c'est le statut des auteurs édités en maison d'édition depuis des années, et pour toutes les éditions à compte d'éditeur. Ensuite, il y a un aspect financier / investissement, que ce soit financier et temporel. S'auto-éditer, ça demande énormément de temps pour monter le projet, un aspect financier aussi important, puisqu'il faut, si on veut faire les choses bien, il va falloir payer un correcteur, un maquetteur, puisque j'ai pas des compétences in design de ouf, un illustrateur, parce que là c'est encore pire. Voilà, il va falloir acheter, il va payer un imprimeur pour imprimer son nombre d'exemplaires, un certain nombre d'exemplaires, et ensuite il va falloir du temps pour faire la promotion, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour démarcher des salons, des librairies pour du dépôt-vente, pour des dédicaces, etc. Et aujourd'hui, c'est un temps que je n'ai pas forcément, que je n'ai pas forcément envie d'investir de cette manière-là, sur mon temps d'écriture, sur mon temps à côté du travail, puisque je travaille en 35 heures, donc ça... Oui, c'est pas... Voilà, c'est pas... Et sur un emploi du temps qui n'est pas forcément flexible, même si ça peut changer, voilà, à l'avenir. Et donc, j'imagine plus une édition à compte d'éditeur, en ne claquant pas du tout la porte de l'auto-édition, en me disant plutôt qu'une fois que j'aurai, avec grâce, potentiellement une publication à compte d'éditeur en maison d'édition qui va me permettre d'avoir potentiellement une ou plusieurs, qui va potentiellement me permettre d'avoir un petit public, d'être un peu connu, en tout cas avoir des lecteurs qui apprécieront mon travail, d'avoir certains titres parce qu'ils s'y prêtent plus en auto-édition, comme des bonus, des textes plus courts ou des textes qui sont justement pas trop catégorisables en termes de genre, et donc qui vont pas forcément trouver leur chemin en maison d'édition traditionnelle. Mais ça demande aussi une forte présence réseaux sociaux, promotion, de se construire une plateforme. Pour moi, j'ai l'impression que l'auto-édition, il faut quand même se construire une plateforme en amont de la sortie de son livre si on veut le vendre correctement et pouvoir potentiellement vivre. Oui, pas seulement aux proches. C'est ça, et pouvoir être visible. Si le but c'est d'en vivre vraiment, parce que quelqu'un citait la question de la rémunération, et c'est clair que on est en général beaucoup mieux payé en auto-édition. Ça demande aussi, pour que ce salaire se maintienne, d'écrire vite et bien. Et pour l'instant, moi, je n'ai pas une capacité de produire un texte de produire un roman tous les 4 à 6 mois ou même moins. C'est énorme. C'est vrai, je sais qu'il y a des autrices, il y a des auteurs, autrices qui le font. Je pense notamment à une dont j'ai oublié le nom, mais qui s'appelle Charlie sur les réseaux sociaux, qui est de la région toulousaine d'ailleurs.
qui a une saga, je crois que c'est les Arcanes du Tarot. Charlie November? Non. Non. Elle est pas. Celle qui tient Miralta Édition? Non. Je sais pas. Une autre, Trop de chat. une autre qui est tous les... je vais chercher sur Instagram pendant que Swan parlera, comme ça je pourrais vous dire. Mais voilà, qui elle, j'ai l'impression je crois qu'elle publie 4 ou 5 romans par an, mais elle est capable d'écrire 5 à 6 000 mots par jour. Ouais. Moi, quand j'en écris 1500, c'est C'est bon, j'ai fait mon taf de la journée, je m'offre un cadeau à la fin, parce que vraiment, j'ai pété tous les scores. Donc voilà, c'est aussi une réalité d'écriture qui est pas la même pour tout le monde, et je pense qu'il faut pas, au contraire, se brusquer dans son écriture et se forcer à écrire vite, parce qu'on écrira moins bien, juste pour répondre à une réalité d'édition ou de volonté. Moi, j'accepte, mon but, c'est qu'à terme, je puisse justement peut-être réduire, avoir un emploi en temps partiel, écrire à côté, pouvoir faire de la promotion, mais potentiellement toujours en maison d'édition traditionnelle. Mais comme j'écris de la jeunesse, je sais qu'aussi souvent la jeunesse, ça s'accompagne de travailler avec des scolaires, de pouvoir faire des présentations dans des écoles, travailler, et donc des déplacements, et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire si à terme je suis éditée, et donc d'avoir du temps dans ma semaine pour ça. Mais voilà, moi c'est vrai que je vise plutôt de l'édition traditionnelle. Voilà. Shadowlist, est-ce que tu peux nous préciser les raisons, enfin les avantages que tu trouves à l'auto-édition là actuellement? Et Twin World, j'ai jamais publié, mais aujourd'hui l'auto-édition me paraît plus abordable, justement parce que je ne suis pas connue et je pense que les maisons d'édition sont déjà submergées par les propositions. Et Shadowlist est bien d'accord. Toi, t'en penses quoi, toi, Swan? Alors, moi, je rejoins Mathilde sur l'aspect maison d'édition traditionnelle, même si jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'expérience la plus idéale en termes de maison d'édition. C'est qu'il faut prendre en compte certaines réalités et que certaines maisons d'édition ont des fonctionnements très particuliers. Donc, t'es passé par une maison d'édition? Ouais, je suis passé par du coup la maison d'édition L'Harmattan, mais je vais pas approfondir, mais je ne conseille pas spécialement. J'ai pas donné de ma poche ni rien, mais ils ont très peu fait de promotion, et sans promotion, en tant qu'auteur qui n'a pas de nom, ça ne vaut rien. Après, c'est du coup ça révèle une réalité par rapport à la promotion que effectivement, si t'as personne qui est là pour t'aider à faire la promo de ton bouquin, tu te démerdes tout seul, et quand t'as pas les compétences ou la personnalité pour aller vers ça, c'est très compliqué, ça met beaucoup de temps. Moi, c'est aussi pour ça que je cherche l'idéal d'une maison d'édition qui va essayer de m'accompagner autant dans le procédé d'écriture que ensuite dans l'accompagnement de l'œuvre terminée, quoi. Après, j'ai eu quelques expériences du coup avec les nouvelles où en passant par des recueils collectifs, du coup tu as une petite visibilité du coup dans certains salons, etc. J'ai pas eu encore l'expérience de salon, mais ça permet aussi de propager son nom vers des inconnus, on ne sait pas. Quelqu'un aura peut-être lu ma nouvelle quelque part et s'en rendra compte. Mais c'est un chemin très compliqué, comme le disait du coup Twin World, que les maisons d'édition traditionnelles sont effectivement surchargées de propositions. Ils sont obligés de faire des choix. Je pense qu'il y a aussi un peu de copinage. Ils vont favoriser des auteurs qu'ils connaissent plutôt que des inconnus. Oui, tu seras davantage en haut de la pile des manuscrits. Après, t'as plus de chance. Ça reste des entreprises qui ont une réalité aussi économique financière. Complètement. Qui fait qu'à un moment donné, ils doivent maintenir à flot. Ouais. Qui se voit d'ailleurs beaucoup là aujourd'hui. Il y a eu la fermeture de ActuSF. Voilà, par exemple. Et donc, republier un nom qui a très bien marché, c'est être à peu près sûr de avoir une entrée d'argent quand un nouvel auteur, un premier roman, c'est toujours un risque. C'est un pari. C'est ça. Complètement. Après, je conseille quand même ceux qui s'intéressent quand même à la maison d'édition traditionnelle de bien chercher, parce que des maisons d'édition, il y en a une quantité quand même phénoménale, que ce soit de l'ordre local, qui mine de rien, c'est intéressant quand tu es un petit auteur d'avoir un petit rayonnement au local. C'est toujours pratique parce qu'ils ont des salons, il y a aussi une vie au local. Après, tu as vraiment différentes tailles de maisons d'édition. Ça peut être des machines de guerre
qui ont des centaines d'auteurs, et du coup, est-ce que ça vaut le coup de proposer son œuvre là? Il y a des gens qui disent oui, parce qu'au final, ils en reçoivent des tonnes et des tonnes, on ne sait jamais, on peut passer entre les mailles du filet. Et là, pour le coup, ils ont un système de promotion qui est efficace, qui a fait ses preuves. Ou alors directement viser des petites maisons d'édition ou des maisons d'édition indépendantes de moyenne catégorie qui ont une ligne éditoriale très identifiée, donc bien vérifier comment on s'aligne par rapport à leur recherche. Parce qu'il y a plein de choses, quoi. Ça demande énormément de temps. Encore une fois, on en revient à ça. C'est un gros travail de recherche. Le travail de recherche, quand tu es auteur, il existe, même si tu n'es pas dans de la maison... quand tu ne cherches pas, en tout cas dans de l'auto-édition, tu as un travail de veille qui est colossal, quoi, pour essayer de trouver quelle maison d'édition correspond à ce que je fais, quoi. Moi, je suis passé par là, j'ai pas eu les résultats escomptés, mais ça m'a déjà pris pas mal de temps. Ouais. Alors juste, j'ai retrouvé le nom de l'autrice dont je vous parlais. C'est Charlie Faro, qui est d'Occitanie. Et ouais, je crois qu'elle a 5 ou 6 romans, enfin entre 4 et 6 romans publiés par an. Mais si j'ai bien trouvé une de ses dernières stories Instagram, elle disait qu'un écriture de premier geste, c'était 48 heures de travail. Okay. Je veux bien la vie de chadoniste, l'homme prolifique. Et ensuite 40 heures de correction. Juste de son côté à elle, après il y a tout le reste du travail qui va avec. Mais... Ce qui reste énorme. C'est monstrueux. C'est ça, mais elle le fait en 48 heures juste pour écrire un premier jet de roman de fantasy. Ça me paraît... ça se compte en années, moi. Voilà, ça me paraît très 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 court. Enfin, tant mieux pour elle, voilà, de réussir à produire des trucs aussi rapidement et d'avoir cette... Mais voilà, moi je sais que de mon côté c'est impossible et donc je peux pas égaliser face à une autrice comme ça sur un rythme d'auto-édition pareil. Ouais. Mais ce rythme lui permet de vivre entièrement de l'écriture aujourd'hui, quoi. C'est GG, quoi. Alors Twin World qui demande: est-ce que les maisons d'édition s'intéressent au marché de l'auto-édition? Connaissez-vous des cas d'auteuristes qui ont commencé en auto-édition et comme ça a bien fonctionné, des maisons d'édition sont venues les chercher? Oui. Il y en a, c'est pas hyper... c'est pas la plupart des auteurs, mais il y en a pas mal. Là récemment, je pense à Léa Jeunesse, qui écrit de la poésie, qui avait sorti un recueil de poésie en auto-édition, il y a genre 2 ans, qui je crois s'est vendu à 5000 exemplaires, ce qui est beaucoup plus qu'un grand nombre de titres dans des très grandes maisons d'édition, qui donc a eu un contrat avec Gallimard, et qui maintenant a publié déjà 2 titres, je crois, chez eux. On a republié celui qui est en auto-édition, et un autre, je crois que c'est Aurélie Valogne aussi, qui écrit, je crois, catégorisé comme feel good, un peu dans la même vibe que Grimaldi, D'Acosta, Agnès Ledig. Je crois que son premier roman était d'abord de l'auto-édition et maintenant ça fait partie pareil. Elle a été... Alors je pense qu'elle a perdu un peu en popularité, mais c'était une des autrices les plus vendues et les plus lues en France pendant toute une période. Et après il y a aussi, notamment en romance, beaucoup d'auteurs, d'autrices de romance qui sont repérées sur des plateformes d'écriture, notamment Wattpad. Et maintenant il y a même des maisons d'édition qui possèdent leur propre plateforme d'écriture parce que Fictia par exemple appartient au groupe Hugo, il me semble. Okay. Et donc, ils lancent des concours d'écriture sur la plateforme d'écriture Fictia. Et le gagnant peut potentiellement choper un contrat d'édition avec Hugo, etc. Bon, après, il faut, sur ce genre de plateforme, notamment celles qui sont liées à des maisons d'édition, je vous invite à bien lire les conditions d'utilisation avant d'y poster, parce que des fois, il y a des clauses pas hyper clean de non-concurrence, de non-publication ailleurs, machin et tout. Notamment aussi dans la participation au concours, donc voilà, mais voilà, il y a quand même un intérêt, mais il faut vraiment faire un buzz de ouf en auto-édition pour espérer... Voilà, si votre but c'est de publier en auto-édition pour être repéré par l'édition traditionnelle, c'est quand même un gros coup de poker. Ouais. Après, c'est vrai qu'avant c'était très décrié, l'auto-édition, et maintenant, comme tu dis, effectivement, il y a des maisons d'édition qui passent par ces plateformes-là, quoi. Donc il y a quand même une évolution à ce niveau-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hors caméra, avant le début du live, c'est que même les gros titres qu'on lançait le genre de la romance étaient avant tout des fanfictions. Oui, je savais pas. Moi, After d'Anatole est une fanfiction sur One Direction autour d'Harry Styles, et 50 Shades of Grey est une fanfiction de Twilight. Qui savait? Moi je savais pas, j'étais... qui a quand même lancé globalement l'action de la romance et remis au bout du jour la bitlit. Ouais.
Et Twinword qui rebondissait par rapport à l'auto-édition. Donc l'investissement en auto-édition peut aussi être un pari pour un auteur ou une autrice qui pense que son livre est intéressant et qui veut prouver que c'est bien le cas. Ça peut. En fait, le truc, c'est que ça permet de voir à la maison d'édition qu'il y a déjà un lectorat qui est là et donc que potentiellement le livre se Il y a vendra. pas mal de BD notamment qui fonctionnent d'abord en auto-édition par crowdfunding et vu que ça a une bonne représentativité, un bon rayonnement, un bon public déjà bien présent et actif qui finalement trouve un éditeur plus tard, quoi. Oui. J'ai déjà vu des cas comme ça, quoi. Ou même des gens qui publient en webtoon ou Ouais, sur Instagram, etc. et qui sont après directement contactés par des maisons d'édition pour créer une BD parce qu'ils savent que forcément quand tu publies des strips toutes les semaines et que tu as 30 000 abonnés qui lisent, qui commentent, machin, bon, potentiellement eux, s'ils peuvent faire 5 000 ventes derrière, c'est quand même c'est déjà un bon score pour une maison d'édition, quoi. Ouais. Et Twinword, mais c'est plus un coup de poker de passer par l'auto-édition. Parce que si la maison d'édition ne fait rien pour mettre notre livre en avant, et c'est ce qu'avait dit Pascal dans les sondages, il ne va pas se vendre et donc c'est un cercle vicieux. C'est qu'effectivement en auto-édition, t'es le seul maître à bord, donc... C'est pour ça qu'en édition traditionnelle, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs aussi qui s'emballent. Enfin, quand c'est ton premier roman, que tout d'un coup t'as une maison d'édition qui te répond, qui te dit je vous signe, il est génial, tu signes direct, tu regardes pas. Et en fait, je pense qu'au contraire, il faut pas accepter de se vendre à n'importe quel prix, à n'importe qui. Même si je pense que je serai la première jour où je reçois un mail positif d'une maison d'édition à plus toucher terre et voilà. Mais tes copains écrivont te dire tu t'assois et tu lis les conditions. C'est ça, et je pense que tout se négocie pas. Il y a plein de maisons d'édition qui vont vous dire non sur certaines clauses, mais par exemple, mais je pense qu'il y a plein de choses qui sont importantes de négocier, notamment voir s'il y a moyen d'intégrer des conditions de promotion, par exemple, un certain nombre de choses dans le contrat d'édition. Pareil pour la rémunération qui peut toujours essayer de tenter d'être négociée. Ça marche pas toujours, mais voilà. Si vous pouvez gagner même 1%, ou gagner des paliers. Par exemple, dire pour 2000 exemplaires, certes, je suis à 6%, mais tout ce qui est vendu après 2000 exemplaires, je suis à 8%. Et une fois qu'on passe les 5000 exemplaires, j'en touche 10. Ouais, donc ça peut... L'art de la négociation. Et pareil, je sais qu'un des trucs... vous avez la Ligue des auteurs professionnels, qui est géniale et qui ont déjà un contrat type et plein de conseils pour négocier vos contrats avec des maisons d'édition. Et ils mettent aussi un contrat type de ce qu'ils considèrent être un contrat de maison d'édition éthique entre un auteur et une maison d'édition, et je pense que c'est important si un jour vous vous retrouvez à négocier pour un contrat pour vous, de le lire et de savoir ce que vous êtes en droit d'attendre d'une maison d'édition dans un rapport de confiance. Et par exemple aussi un truc qui est de plus en plus remis en cause par les auteurs, c'est le fait qu'on signe un contrat d'édition, on cède son manuscrit pour 70 ans, pour toute sa vie plus 70 ans après sa mort. Je sais plus. Je crois qu'on le sait quasiment. Oui, 70 ans après sa mort. Normalement, c'est les droits d'auteur, en fait, on les touche à vie, c'est à vie plus 70 ans après la mort. Et je crois qu'il y a des clauses très longues pour céder ces contrats. Et en fait, ça peut être intéressant de négocier, de dire ok, moi je vous cède mon texte, mais pendant 10 ans. Et dans 10 ans, on renégocie en fonction de où ça en est. Si vous n'avez pas fait le travail, moi je récupère mon texte et je le republierai de mon côté. Même si 10 ans, ça peut paraître déjà très long si la promotion n'est pas faite, etc. Oui, mais... C'est de ne pas perdre un texte définitivement parce qu'après, vous allez devoir venir renégocier vos droits. Et voilà, ou pareil, des clauses d'exclusivité des maisons d'édition qui disent que vous ne pouvez passer que par eux. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut être vigilant sur ces contrats d'édition. La Shadowiste qui dit oui, il y a aussi les maisons d'édition à compte d'auteur déguisées. Oui, ça aussi. Pour revenir du coup à l'Harmattan, sans dire que c'est une maison à compte d'auteur déguisée, même si ils ont vraiment le cul entre deux chaises. C'est exactement ce que dit Mathilde. Lisez bien le contrat et si vous signez, vous le signez en connaissance de cause en fait. Moi, ça a été mon cas, je savais très bien ce qu'il y avait derrière. Mais j'avais envie d'avoir une publication, du coup j'ai signé. Mais la réalité des choses, c'est que j'ai négocié aussi malgré tout, parce qu'il y a certaines clauses qui sont particulièrement, vicieuses presque. C'est un peu exagéré, mais pas loin.
où il faut pas hésiter à négocier. Je pense que j'aurais pu négocier largement plus parce que la personne que j'avais eue au téléphone a cédé facilement à mes exigences. Ok. Du coup, je pense qu'il avait une marge de manœuvre assez conséquente et qu'en réalité, la plupart des auteurs qu'ils ont au téléphone ne négocient pas leur contrat parce Ouais, ils qu'ils sont tellement tellement contents, dans ouais. l'émotion du moment que ils cherchent pas à... Soit ils lisent pas super attentivement, soit ils sont beaucoup trop impulsifs dans ce rapport ou dans la crainte. Parce que bon, tu as Oui, un de pas éditeur au oser. téléphone, Bah oui. c'est la première fois sans doute pour toi que tu as un éditeur au téléphone, que ton texte apparemment plaît, etc. Forcément, Ouais. tu n'oses pas revenir sur ce qui a été dit. Et effectivement, le contrat, il se cache beaucoup de choses dans le contrat. Et toi, c'était il y a combien de temps? Moi, c'était en Harmattan 2020 que ça a Ok. été édité. Ok. On parlait justement avec l'auto-édition de la question de la promotion et du fait d'être visible. On vous a posé aussi des questions par rapport à la façon dont vous intégrez éventuellement les réseaux sociaux pour vous faire connaître en tant qu'écrivain. Et 71%, donc une large majorité, a répondu que c'était effectivement primordial aujourd'hui. Sinon, on est effectivement pas visible. 15%, c'est pas indispensable, mais ça peut être un plus. Et les 10% restants qui pensent donc que c'est trop chronophage et qu'il vaut mieux se concentrer sur le fait d'écrire et de produire de la matière. Et selon vous, aujourd'hui, c'est primordial en tant qu'écrivain ou est-ce qu'on peut encore s'en passer? Je pense qu'on peut s'en passer, honnêtement. Moi, je prends mon cas. Je suis assez peu réseaux sociaux et tout ça, et du coup, j'ai du mal à passer le cap. Mais aujourd'hui, il existe encore des salons, en fait. Et les salons, c'est là où tu vas, à mon avis, faire beaucoup plus de ventes que en faisant de la promo sur Instagram ou Facebook. Parce que Ouais. tu as la personne en direct, que tu as essayé de lui vendre ton bouquin, qui sont là pour acheter des bouquins ou pour connaître des auteurs. Et à mon avis, les salons, il y a pas mal de cartes à jouer. Après, faut-il encore y Pouvoir, accéder? ouais, c'est ça. C'est Parce ça. que typiquement, là, on revient sur les personnes en auto-édition. Il y a quand même beaucoup de salons qui encore aujourd'hui, refusent les auteurs à compte, enfin, en auto-édition pour des considérations parfois absurdes. En Ouais, tout cas, du parce genre. que, juste parce que ce sont des auteurs qui n'ont pas été Oui, il n'y a pas cette reconnaissance. dans Qui la a été reconnaissance. choisi par les Ouais, grands maîtres c'est de ça. la littérature L'éditeur. française. Voilà. Ouais, oui. Alors qu'il y a certainement, la plupart en tout cas un bon nombre d'auto-édités vendent certainement plus que des édités, quoi. Oui. Oui, oui. Donc c'est un jeu de balance. Donc moi je pense que les réseaux sociaux c'est un outil, mais c'est un outil qui est très chronophage, qui prend beaucoup de place et qui ne correspond pas forcément à la personnalité de tout le monde. C'est vrai. Mais tu as toujours moyen de faire ça autrement, quoi. Et toi aujourd'hui, du coup, est-ce que tu t'en sers? Comment tu t'en sers? Alors moi aujourd'hui je Oh, m'en je sers manque un à tous peu. mes devoirs. J'ai Ah. pas donné vos Instagram, justement. D'outils. Promotion. Voilà. Je t'en prie, pardon. Je m'en sers un peu. Typiquement, je me sers d'Instagram pour mettre les citations de mes nouvelles. J'ai un blog pour faire un peu de critique sur mes lectures ou pour parler de mon actualité, ce genre de choses. Facebook également. Mais au final, ça tourne surtout sur mon cercle intime. Et ça n'a pas encore Ouais. de rayonnement sur vraiment de l'inconnu, quoi. J'ai aussi un projet de lecture, mais là pour le coup on sort de l'aspect réseaux sociaux, de lecture musicale, qui me permet aussi de me confronter à un public et de constater en fait que ce que j'écris est capable de toucher les gens, de pouvoir proposer ces lectures-là. Ça me fait pas des ventes, mais au moins j'ai un rapport au public, j'ai un rapport à une forme de réalité, Oui. et que ça plaît, et que à terme j'aimerais cultiver cet aspect-là plus que Instagram où finalement je poste 3 photos
quand il y a un truc qui sort et après, bon, bah, je passe à la suite, quoi. Oui. Je retourne à mon écriture, je retourne à ma grotte Oui, Instagram, et il y a on verra peut-être plus tard, quelque chose quoi. de. Bah, voilà, il faut le faire, du coup, je le fais et je poste la Mm. photo. Alors que dans les lectures musicales, toi, tu y trouves un vrai plaisir C'est en tant ça. qu'auteur, quoi. Ouais. Ouais. Tout à fait. Alors moi pour ma part, déjà moi je suis une grosse consommatrice de réseaux sociaux littéraires, Ok. plutôt de type conseil lecture que de... Je suis des auteurs mais j'avoue que je consomme beaucoup Booksta, Booktube ou BookTok, même si je trouve plus mes lectures on va dire sur Booksta, sur Booktube, parce que c'est des personnes un peu plus âgées donc ils lisent un peu plus ce que moi je vais lire, parce que je suis pas très roman, je suis pas très fantasy comme je disais, donc c'est vrai que sur TikTok la romance est partout et voilà. Mais donc déjà je suis une consommatrice de ça et donc j'avais créé un compte pour principalement avant tout partager moi mes lectures. J'ai aussi alterné, j'ai tenté un peu YouTube, TikTok aussi. Mais donc j'ai mon compte auquel j'essaye d'être régulière. Là, il n'y a rien eu depuis un mois, mais si vous vous abonnez, promis, je vais me remettre. Voilà, comme je dis, je suis salariée depuis 2 mois et je découvre ce que c'est que faire 35 heures, avoir 1 heure aller, 1 heure retour pour le travail. Et donc, la flemme de faire des photos Insta sur les pauses déj, par exemple. Ah bon. Voilà. Sur le périph qui va à la Belge. Voilà, ça, tout à fait. Dans mon bus, dans le 79, pour les Toulousains, voilà. Non, mais je pense que je suis assez d'accord avec toi, c'est pas essentiel. Notant plus si tu es édité en maison d'édition traditionnelle, que tu as une maison d'édition qui fait ta promotion, qui fait son taf. Elle va le faire sur ses propres réseaux, t'as pas de problème. Si toi t'as envie de booster, d'avoir ça parce que t'aimes avoir un contact direct avec les lecteurs, avoir une communauté, partager aussi ton quotidien d'auteur. Moi en vrai j'adore suivre des auteurs qui racontent les galères de ce que c'est que d'écrire ou pas parce que je le vis aussi, donc j'aime beaucoup ce contenu là. Mais et en fait je trouve aussi des fois il y a ce truc, des fois il y a des projets que j'ai envie de lire et des livres que j'ai envie d'acheter et de lire alors que c'est pas du tout ce que je lis habituellement, simplement parce que c'est des auteurs en fait que j'ai suivis pendant toute la création de leur projet, donc j'ai un attachement sentimental à leur projet. Je l'ai vu naître, maintenant j'ai envie de le soutenir, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de le découvrir parce que j'en ai tellement entendu parler que voilà, il a fait partie de mon quotidien pendant très longtemps, donc et donc je pense que c'est un moyen de fidéliser un lectorat et qui peut clairement changer la donne pour des auteurs, que ça peut faciliter, si vous avez une grosse plateforme sur les réseaux sociaux déjà, ça peut faciliter des décisions de maison d'édition. S'ils aiment bien votre texte, mais ils hésitent parce que est-ce que ça va marcher, quand ils savent que vous avez déjà 10 000 abonnés, ils se disent bon bah c'est 10 000 acheteurs potentiels de texte, même s'il y en a qu'un quart qui l'achète, bon bah ça peut faire pencher la balance. Après c'est pas ne pas avoir de réseaux sociaux du tout ne veut pas dire que vous ne serez jamais édité, enfin je pense que ça n'a rien à voir. Par contre si vous êtes de l'auto-édition, je pense que c'est impossible aujourd'hui de vivre pleinement de l'auto-édition et de réussir à en tirer un revenu stable et à long terme. Si on veut en vivre en dehors de ça, le vendre à quelques connaissances, les amis, la famille, le bouche à oreille, sans être très présent sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on voit les auteurs qui sont le plus présents sur Instagram, sur TikTok, c'est des auteurs auto-édités parce que ça fait partie, quand on regarde les auteurs auto-édités qui nous parlent de leur planning de la semaine, ils ont des demi-journées entières dédiées à la création de contenu, au même titre qu'ils ont des demi-journées entières dédiées à l'écriture parce que c'est ça fait partie de leur modèle économique. C'est ça. Comme Relève Shadowlist et 40 abonnés, c'est bon. C'est vrai qu'il faut passer le cap en fait de ça peut être très ce cercle intime et ça c'est beaucoup de hasard, beaucoup de travail aussi. De la chance aussi d'avoir sur un réseau des trucs qui buzzent, qui font que tu as des abonnements. Mais ça, je programme pas forcément quoi. C'est ça, oui, non mais c'est très aléatoire et tu peux être il y a des gens qui sont hyper réguliers qui postent toutes les semaines pendant 2 ans. Et qui plafonnent à 100 abonnés et des gens qui tout d'un coup chopent 2000 abonnés en 2 semaines simplement parce que ils sont, je sais pas, ils ont un truc. Ouais, et puis parfois tu changes aussi un peu la manière dont tu vas faire le post. Moi je me rappelle au tout début, là il y a 1 an, juste avant qu'on lance Twitch avec les Cavaliers de l'Éditocalypse, j'avais créé mon Instagram et je me disais je vais faire ça bien et tout ça, prendre des citations, tu vois, de bouquins, essayer de créer un peu, pas du débat, mais la discussion, quoi. Voilà. Et à contrario, parfois j'ai fait des posts avec un truc vraiment ça volait pas haut, quoi. En gros, aujourd'hui il fait beau.
vous allez prendre un café où vous allez écrire avec ma tête. Et ça avait beaucoup plus de vues, quoi, tu vois. Je pense Et effectivement, il y a, comme tu parlais, l'identification. Ouais. Le fait de rentrer dans le quotidien de la personne qui joue aussi pas mal. Et après, c'est vrai que c'est important de trouver un réseau qui va nous plaire dans la forme, dans le fonctionnement. Nous, par exemple, on aime beaucoup Twitch, mais parce qu'il y a un rapport assez simple avec les gens, c'est spontané, c'est du live, on les retrouve plusieurs fois par semaine. Créer du lien, quoi. Ouais, c'est ça, et on parle de nos galères aussi, comme tu disais. Ouais. Mais ouais, ça, moi j'ai testé plusieurs trucs. Par exemple, YouTube, moi c'est ce que je consomme le plus. Donc ça me paraissait logique d'aller d'abord là-dessus, même si j'avais un Insta à côté, parce que c'est un peu la carte de visite, quoi. Et YouTube, moi j'aime bien parce que c'est des formats longs, parce que vous l'avez peut-être remarqué, je parle beaucoup, je peux. Ce qui est très bien en discussion. Voilà, très vite la parole et je peux parler très longtemps, donc moi. Faire 5 minutes sur le même livre, ça me va très bien. Donc si vous arrivez à exhumer ma chaîne YouTube, vous voyez que moi mes updates lecture ils peuvent durer 40 minutes, quoi. Et pourtant je présente 5 livres, mais parce que... C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? Je s'appelais Les mots mêlés comme... Ok, d'accord. Elle y est encore Normalement, je crois qu'elle est encore accessible. Je vais la mettre au cas où. Voilà. Mais il n'y a plus rien depuis genre 6 mois, quoi. Parce que la réalité de la vie fait qu'en fait YouTube demande énormément de temps. De montage, de gestion, et en fait je n'avais pas ce temps-là, alors assez paradoxalement, parce que moi ce que j'aime pas sur Instagram, c'est que j'aime pas écrire mes chroniques, ça me fait chier d'écrire mes posts Insta. Ok. C'est assez paradoxal quand tu es auteur et que écrire est censé être quelque chose auquel tu prends du plaisir. Je préfère, surtout quand je parle de livres, je préfère le faire à l'oral, etc. Donc par exemple TikTok est plus... Ça te va mieux. Ça me va mieux, mais c'est des formats courts et je parle beaucoup, donc il faut trouver l'équilibre. Non, mais je me souviens, à un moment, j'avais essayé de faire un truc parce que en TikTok, on a ces 3 minutes, mais Insta, à une époque, c'était, je sais pas si c'est toujours le cas, je crois que c'est 1 minute 15 pour un reel. Oui, c'est une galère, ça, quand tu veux faire des audios, je fais des lectures de bouquins, ça te coupe en fait. Et donc, je sais que je voulais faire un truc que je pouvais mettre sur les deux parce que j'avais pas filmé 2 vidéos parce que tout ça. Bon, en vrai, je crois que j'ai passé 2 heures à filmer parce que j'ai dû le reprendre 30 fois parce que je suis incapable de parler d'un livre en moins d'1 minute. Le travail de synthèse, quoi. Voilà, c'est pas mal. Par exemple, j'écris très peu de formes courtes. La nouvelle, c'est pas... J'en écris peu. Voire pas. Moi, j'ai écrit très peu de formes longues. Voilà, mais c'est ça, c'est trouver son bon réseau. Ouais, complètement. Et je pense aussi, ce que tu disais, tu vois, sur les types de posts, aussi, enfin, en tout cas, moi, j'étais habituée sur les réseaux sociaux, je suis de la génération des Enjoy Phoenix et compagnie, enfin, j'ai à peu près le même âge qu'elle, donc je les ai vus sur les réseaux sociaux, et c'était l'époque, vous savez, des trucs vidéos YouTube très léchés, où tout devait être parfait, machin, ou les... C'était avant les vlogs, non? Ouais, c'est cette époque des morning routines, où la salle de bain, il y a juste une brosse à dents, il y a un truc de crème, il y a rien qui dépasse, tout est beau, tout est propre et tout. Oui, c'est levé à 10 minutes, on a été habitués à ces formats très léchés, alors que maintenant les gens attendent un truc très naturel, donc ils s'en foutent que tu filmes au milieu du bazar chez toi, que t'as été ton tapis de linge sale et que tu es encore en pyjama, au contraire ils préfèrent ça que de te voir avec le truc tout près. Complètement. Et je pense que c'est des codes à prendre pour les jeunes, j'ai l'impression que j'ai 45 ans, mais voilà, qui sont des gens qui émergent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et que moi j'ai appris avec des trucs très, très formatés, etc. Alors qu'en fait maintenant, je pense que ça marcherait mieux si je me prenais pas la tête en fait. Bah ouais, mais les gens veulent voir les gens en fait. Vraiment, et en même temps, moi aussi c'est ce que je préfère parce que les trucs où t'as l'impression que la nana elle a passé 3 heures à faire son truc et en fait elle ne poste que des photos de ses vacances à Bali parce que elle est dans une villa de luxe et en fait je m'en bats les couilles. Si tu cherches de l'esthétique, tu vas au cinéma ou tu regardes des clips, quoi. Pinterest. Voilà. Tu cherches, et donc là j'ai vraiment 45 ans tout d'un coup. Pinterest, c'est vrai que... C'est une chaîne, la moyenne d'âge c'est la trentaine, donc voilà. Tumblr, ouais. Et là tu deviens un emo kid, tu vois, tout d'un coup. Daron, quoi. C'est ça. Les années 2000 en force. Ouais, en fait, il faut revenir à l'époque des skyblogs, vous voyez, où personne se prenait la tête et que c'était la honte totale. Voilà, oui, l'authenticité kitschouille au possible. Oui. Ils ont fermé d'ailleurs les skyblogs, j'ai appris ça là, cet été, ils ont fermé. J'espère que vous avez récupéré vos archives. Plus d'archives. Non, merde. non. Ah là là. Et pourtant... Tant de photos. Et pourtant, j'en avais, pardon, parenthèse en digression, j'avais fait 3-4 skyblogs, voilà. L'adolescence, recherche de l'identité, voilà. Ça.
On est Enfin bref. tous plus ou moins passés. Pas Skyblog pour ma part, mais... Moi j'ai eu un blog j'ai eu un aussi, blog ouais, également. ado, qui a disparu pour le coup totalement d'internet. Pour le meilleur. Il y avait toute ma poésie dessus. Je pense que en cherchant, on peut trouver. C'est Eh, des Mais trucs faut un peu trouver, hein, journalistiques. parce que c'est toujours sur pseudonyme, donc On vous laisse deviner le faut premier. trouver. On offre un cadeau à celui qui trouve en commentaire. Voilà. Dans le chat, je m'engage. Il doit y avoir des pubs partout, ça doit être atroce hein, maintenant, tellement Ah, c'est loin, oui. tu vois. Ah ouais. Plus du tout adapté aux normes. C'est quoi le cadeau On peut négocier. Vous avez des préférences. On reste dans un budget donc quand même un peu limité, s'il vous plaît. Je vous offre Ouais. un bouquin. Voilà. Un bouquin, c'est pas mal ça. On vous offre nos livres. Voilà, on vous offre nos textes en avant-première. Exactement. Le défi est lancé. Ah, Shadowlist, il est pas... Non, Shadowlist, il dit bof. Tant pis. Une pinte. Ah, ça peut plus le tenter. Ah voilà. Ça peut plus le tenter. Je paye un coup au gagnant, voilà. Ah Pardon Tout pour de le micro. suite. Là, ça plaît. Non mais c'est mon premier live, mais je commence à vous comprendre. Savoir à qui je m'adresse, c'est bon. Carrément. Bah, les apéros littéraires, hein, voilà, La preuve, hein, ça n'est pas d'un on chou. boit dans des verres à Ouais, vin, mais on est à la bière. On boit Tout de à l'eau. fait, tout à fait. Non, moi je bois de l'eau. Hein. Je confirme. Vous voulez voir, c'est Le seul transparent, raisonnable, là. voilà. Est-ce que ça vous va si on aborde la question de la formation Allez. les derniers temps? Au niveau des sondages, on vous a demandé si vous préfériez le présentiel, donc type stage, atelier ou même formation longue. Et bien personne n'aime apparemment le présentiel, enfin, au vu des sondages. Ce qui est préféré, c'est en fait le fait de lire et écrire, tout simplement. Un peu en forgeant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les contenus en ligne aussi, 28% à apprécier les contenus en ligne, type formation, vidéo ou article. Mais donc plutôt aller soi-même finalement rechercher l'information. Et il y a eu Moonifal, Fall, je pense, qui a ajouté justement que le plus important pour lui, pour elle, c'était de lire, écrire, de se lancer et de s'entraîner. Et Elan Ali, qui a soulevé que le présentiel pour elle était primordial si on veut percer, ne serait-ce que pour créer des contacts. Parce que, c'est vrai, on a déjà parlé lors de certains lives, mais que l'écriture est une activité très souvent solitaire et que c'est important déjà d'avoir des copains qui écrivent aussi, que ce soit à distance ou près de soi, et qu'effectivement le présentiel pour créer des contacts, au bout d'un moment, lorsqu'on cherche à se professionnaliser, c'est quand même important, quoi, le réseautage. Vous êtes passé plutôt par quel type de formation? Qu'est-ce qui vous a le plus botté, le plus apporté, ce qui au contraire n'a pas forcément répondu à vos attentes, ou bien est-ce que vous n'avez pas du tout fait de stage, d'atelier, comment ça s'est passé pour vous? Je t'en prie. Alors moi j'ai testé des trucs assez différents. On va dire que j'ai beaucoup, comme tout le monde, c'était le truc qu'on a dit qu'on n'allait pas dire avant. Voilà, mais comme tout le monde, j'ai beaucoup écrit quand j'étais ado, quand j'étais jeune et tout. Et j'ai commencé très tôt, mais très honnêtement, j'ai un peu arrêté avec la fac quand je suis arrivée à la fac parce que j'avais plus trop le temps. Et en fait, j'ai transféré mon écriture sur un truc beaucoup plus professionnel, puisque en arrivant à la fac, j'adorais écrire. Je me suis dit, je vais faire des études de journalisme parce que je faisais un journalisme, moi je pourrais vivre de l'écriture. Donc j'ai fait Sciences Po. Et donc à Sciences Po, j'ai écrit mes dossiers professionnels. Enfin, j'ai écrit pour les cours, j'ai écrit pour des journaux associatifs. Je suis devenue militante politique, donc pendant très longtemps, j'ai écrit des textes politiques. J'ai été responsable de l'écriture de quasiment tous les CP de mon orga politique pendant donc, les communiqués de presse, CP, de mon orga. Enfin, j'ai écrit beaucoup, mais pas pour moi. J'ai géré la revue, notre revue militante, donc j'étais directrice en chef de cette revue, donc j'écrivais moi, mais aussi j'éditais les articles des autres, etc. Et je faisais ça pendant très longtemps. Et vraiment, j'allais assez mal dans ma vie. Il se trouve que c'est arrivé juste avant le confinement. J'étais en stage à l'étranger et je me suis retrouvée en stage en Allemagne. Et en fait, j'avais un stage de 30 heures, j'étais dans une ville que je connaissais pas, etc. Donc j'avais plein de temps libre. Et j'allais pas hyper bien, donc j'ai eu envie de me remettre à l'écriture, mais pour moi. Et il y a une école d'écriture qui s'appelle Les Mots à Paris, que moi je suivais depuis assez longtemps sur les réseaux.
En présentiel? qui est une école qui de base était en est principalement présentielle. Maintenant, ils sont beaucoup plus adaptés avec le Covid, tout ça. Ok. Mais à l'époque, ils avaient quelques cours en distanciel longue durée. Donc ça durait 4-5 mois et toutes les semaines, en fait, c'est avec des grands auteurs. Enfin, des auteurs un peu reconnus. Genre de masterclass. C'est ça. Donc c'est cher, hein, je vous préviens. On est à entre 300 et 500 euros la session. Voilà. Okay, ouais. Moi, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais m'offrir ça parce que je m'emmerde, etc. Et j'ai besoin de faire un truc pour moi. Et donc, j'ai fait un truc qui s'appelle Écriture sur soi. Et donc, on se fait un sujet toutes les semaines. Et on avait une semaine, 5 jours pour écrire sur le sujet. Le renvoyer à l'auteur qui nous faisait un compte rendu détaillé de notre texte, etc. Ah oui. Et qui nous relisait notre texte. Et voilà. Et en plus, alors, moi, c'était Philippe Villain qui est publié dans La Blanche chez Gallimard. Qui est, j'aime bien dire ça parce que c'est rare qu'on présente les auteurs comme ça, qui est l'ex-compagnon d'Annie Ernaux. En général, on présente l'inverse, on présente les femmes en disant que c'est l'ex de tel monsieur. Donc voilà, donc là je fais à l'envers. Voilà, mais il y a d'autres auteurs assez réputés qui animent des masterclass. Et si vous avez des thématiques de prédilection, je sais qu'ils ont par exemple écriture de podcast, enfin ils peuvent avoir des trucs très précis aussi, qui peuvent être hyper intéressants. Et moi j'ai fait ça et en fait ça m'a vraiment remis le pied à l'écriture et ça m'a rappelé que j'aimais écrire pour moi, etc. Et aussi d'avoir quelqu'un qui me disait que bah, en fait ce que j'écrivais, j'avais quand même une plume, j'avais de quoi faire, que ça valait le coup en gros que je continue d'écrire parce qu'il y avait... ça c'est essentiel. C'était aussi. Pas de la merde ce que j'écrivais en gros. Oui. Ça m'a quand même motivée et avec le confinement bah, je me suis remis vraiment à écrire, j'ai lancé mon premier projet de roman, etc. J'ai terminé mon master, il me restait 1 an à Sciences Po. Et pendant cette année, très honnêtement, je me remettais d'une dépression et d'un gros burn-out. Donc, je gérais ça. Et je me suis rendu compte que bah, vraiment écrire, c'est ce que j'avais envie de faire. Et je me suis dit, bah, en fait, avant de me lancer dans le monde professionnel, parce que je me connais personnellement, je sais comment je fonctionne. Je sais qu'à 35 ans, si je suis dans un boulot que je kiffe, etc., potentiellement, si j'ai une famille ou des gosses ou j'en sais rien, je plaquerais pas tout pour me faire une formation d'écriture. Mais là, j'en avais 23, j'avais pas encore de boulot et tout. Je pouvais me permettre de prendre 2 ans dans ma vie pour écrire. Et j'ai postulé au master d'écriture créative qu'il y avait en France. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a à peu près, je crois, une dizaine. Maintenant, ouais. Ouais. Je pense qu'il y en avait encore moins. Notre époque, là aussi, je me sens vieille. On l'a quand même fait à 3 ou 4 ans d'écart, quoi. Donc, mine de rien, c'est un secteur qui a bien évolué. En 2015, donc 2015-2016. Donc, Ouais, oui, c'est ça. Et moi, je suis arrivée en 2021. Donc, même 5-6 ans. Et il faut savoir que l'écriture créative, et les cours d'écriture créative et les masters d'écriture créative dans le monde anglo-saxon, c'est ultra courant, ça existe depuis des dizaines d'années, que plein de grands auteurs américains publiés sont passés par là. Même maintenant, au contraire, il y a un enjeu aux États-Unis de beaucoup de gens qui dénoncent le fait que maintenant les maisons d'édition font publier que des gens qui sont passés par ce genre de filière et plus d'auteurs autodidactes, entre guillemets, que plein de grands auteurs donnent des masterclass dans ces filières-là et que toutes les grandes universités, que ce soit Berkeley, Stanford, Columbia, ont des filières en écriture créative. En France, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Et voilà, bref, j'ai postulé tout ça pour dire que j'ai postulé, que j'ai été prise à Toulouse, que je suis arrivée à Toulouse où je ne connaissais personne et que je suis rentrée dans cette filière et qui a ses points positifs, ses points négatifs. Ouais, on avait fait un live sur le master, je sais pas si tu l'avais... Non, j'ai pas eu l'occasion. Je te l'enverrai si tu veux. Mais voilà, donc voilà, il y a des trucs très chouettes, il y a des trucs où j'étais moins emballée dans le master, mais l'essentiel, j'ai quand même eu j'ai rencontré des profs. J'ai des profs très chouettes et j'ai surtout rencontré une promo très sympa et puis nous, c'est vrai qu'on a créé je pense que c'est pas forcément le cas de toutes les promos. Nous, on s'est créé un vrai groupe de potes, on est 10 et c'est ça, ce que tu disais tout à l'heure, avoir des amis pour écrire. Et on s'est retrouvés dans un... C'était la première fois que j'avais des amis qui créaient, enfin autant d'amis qui créaient vraiment. Ça, c'est très chouette. Échanger sur le sujet et qui comprenaient mes problématiques d'écriture. Et voilà, et en plus d'être des très très bons amis à la vie aussi, voilà. Parce que, par exemple, on reste tous vivre à Toulouse alors on n'est pas du tout originaire de Toulouse juste parce qu'on veut rester à proximité les uns des autres. Et garder cette bulle qu'on s'est créée. Vraiment, moi j'ai vécu mon master comme 2 années de petites bulles et on s'est tous dit où j'ai pu créer, même en dehors du master, j'avais le temps, en fait on n'avait pas beaucoup de cours, j'avais le temps de créer, de tester des trucs, de me lancer sur des projets, j'avais des gens qui étaient là pour m'écouter divaguer, relire ce que j'écrivais, me soutenir, m'encourager, etc. Et moi c'est ça qui a vraiment fait la différence et sans dire qu'il faut faire un master d'écriture créative parce que je pense que ça convient pas à tout le monde non. Et que tu le conseillerais à qui toi, le master? Moi je trouve qu'il y a un gros aspect si vous avez un gros syndrome de l'imposteur, c'est très bien. Oui.
je pense qu'il y a cet c'est une aspect-là. reconnaissance d'être pris. Et il y a la aussi. question de se donner. Moi, je trouve que le truc important, c'était le besoin d'avoir de rencontrer des pairs. Et aussi de se dédier du temps à ça. Et moi, je sais que je suis. Enfin, voilà, là maintenant, ça y est, j'ai un boulot, j'ai mes potes et tout. Bah, j'ai de plus en plus de mal dans ma semaine à me dire, même si j'adore écrire et c'est vraiment ce qui me fait vibrer, je veux absolument. Bah, j'ai du mal à me dire, là, je rentre à 20h du boulot, j'ai du mal à me dire, bah là, j'écris. Non, là, j'ai envie de. Après une journée de boulot dans de les m'éclater pattes, sur mon canapé, de traîner sur mon téléphone, de mater une série, de lire à la limite, mais en fait j'ai pas envie de me plonger dans mon roman et de faire de la correction parce que en plus c'est l'étape pour laquelle je déteste faire de la correction. Ça c'est un autre débat je crois parmi les auteurs, ceux qui adorent corriger et qui aiment pas écrire leur premier jet et ceux qui préfèrent écrire du premier jet et qui détestent corriger. Moi je suis plutôt la team premier jet mais pas de correction. Et ouais, moi ça m'a vraiment donné du temps. Après j'ai appris des trucs et je pense aussi que ça m'a permis vraiment de m'essayer à des trucs, des genres auxquels je me sentais pas à l'aise. On parlait vite fait poésie tout à l'heure. J'ai pu m'essayer à des trucs auxquels j'ai pas pu m'essayer. Et après, une dernière expérience dont j'avais bien envie de parler, c'est j'ai eu l'occasion l'an dernier de faire un stage d'écriture dans un cadre bilingue, donc truc un peu improbable, qui est en fait le Forum des jeunes artistes franco-allemands, qui est à Bayreuth en Allemagne, en Bavière, et qui organise des séminaires pour des jeunes artistes franco-allemands, donc il faut avoir moins de 30 ans. Voilà. Il faut avoir moins de 30 ans. Moins de 30 ans, oui, je me disais aussi. Voilà, moins de 30 ans, donc voilà, je suis désolée, certains... Non, on entend plus souvent, il faut avoir moins de 30 ans que au moins 30 ans. Non, moins de... C'est fini. Ouais. Désolée, mais pour ceux qui, dans le chat, sont encore dans les clous, ça peut être hyper intéressant. Et ils font ça dans plein de formes d'art, donc là, je sais qu'ils avaient un truc orchestre philharmonique, par exemple. Mais ça peut être danse, ça peut être théâtre, et nous, on était la première promotion d'écriture créative. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que nous, ça s'est plutôt bien passé. Et on était 6 jeunes femmes, puisqu'on n'était que des femmes, 3 françaises, 3 allemandes. On n'était pas obligé de parler la langue du pays. Donc les Allemandes n'avaient pas besoin de parler français et nous pas besoin de parler allemand. Bon, en plus, moi il se trouve que j'adore l'Allemagne, je parle allemand et donc j'étais trop contente de pouvoir faire un truc en Allemagne et de pouvoir naviguer entre les deux langues. Tu avais fait un stage du coup. J'ai toujours voulu intégrer les deux langues un jour dans un projet d'écriture. Et en fait, on avait des profs, on avait 2 profs de cours d'écriture, en gros, d'animatrices en fait, d'ateliers d'écriture dans chaque langue, et on avait une traductrice, donc c'était hyper intéressant parce qu'elle nous traduisait donc les ateliers, on écrivait dans notre langue à nous, et on avait une traductrice qui traduisait quasiment en simultané nos textes. Et ça, honnêtement, c'est un truc, déjà lire tu lisais ton texte, on avait les retours des autres, mais entendre ton texte traduit et lu en langue étrangère, c'est une performance. Sachant qu'elle le faisait vraiment comme ça, donc c'était elle, franchement, elle était Amélie, vraiment un travail incroyable sur ce. Mais c'était hyper enrichissant et assez incroyable en fait cette expérience d'être traduit, parce que tu dis que le jour où tu vas être traduit, c'est le jour où si tu publies dans une grande maison, que tu fais un succès interplanétaire et que t'es racheté, et entendre des gens lire et réagir à ton texte dans une langue étrangère et en fait réagir de manière émotive à ton texte alors qu'ils l'ont entendu dans une traduction, enfin. C'était hyper chouette, et vraiment ce truc, aussi c'était une bulle, on vivait à 6 dans le même hôtel, machin, pendant 5 jours. On écrivait 7 heures par jour, et on vivait écriture, etc. Et vraiment cette expérience était hyper chouette de stage vraiment d'écriture où on était... Alors là pour le coup on bossait pas sur un projet, c'était des ateliers d'écriture, mais je trouve que c'est une 3e forme qui peut être sympa ponctuellement, même si t'as pas envie de suivre un atelier d'écriture au long cours. Moi je sais qu'en plus je l'ai fait après l'été, donc je me disais en plus ça m'a relancé dans le bain du master de me remettre à écrire régulièrement, etc. Après des vacances d'été où forcément on fait tous 1 milliard de trucs et l'écriture c'est pas toujours la priorité quand tu es par-ci par-là. Et je trouve, et voilà, je voulais partager le bon plan parce qu'en fait c'est en partie financé par l'OFAGE. Donc en gros j'ai payé 250 €. Ah oui. Mon trajet a été remboursé. J'étais logée, nourrie sur place. Donc vraiment, ma semaine de cours d'écriture en Allemagne m'a coûté 250 €. Comment s'appelle l'organisme ? C'est le forum des jeunes artistes franco-allemands. Je vous le mets dans le... Voilà, et donc si vous avez moins de 30 ans, je pense que même si vous pratiquez d'autres formes d'art, je pense que ça peut... C'est un plan qui est pas connu et je trouve que c'est vraiment des chouettes formations, donc voilà. Désolée pour les bruits de touche. Et voilà, et comme vous savez, je parle beaucoup, donc maintenant je vais laisser la parole. On va prendre peut-être le commentaire de Twinner juste avant, qui nous dit donc nouveau dans l'écriture, je suis des streams comme des sortes de Pomodoro et j'ai rejoint le nano parisien. Mais ce que je ne trouve pas encore, c'est des groupes de travail pour faire des sortes de brainstorming ou partage d'expériences.
Tu es sur Paris? Enfin, où est-ce que tu vis? Enfin, si tu veux nous le dire. Parce que c'est vrai qu'à Toulouse, je crois que c'est comme ça d'ailleurs que vous êtes rencontrés, Chadonis, si je ne me trompe pas, sur des applications telles que Meetup, Freemake. Il y a des événements parfois qui sont organisés comme des ateliers d'écriture ou des discussions autour de l'écriture. C'est ce qu'avaient lancé Nicolas et Mathieu avec le Lufthansa au début justement et qu'ils font toujours. Et ça permet justement de trouver ces groupes de travail, de discussion ou d'écriture. Oui, Ou d'écriture. ou s'inscrire justement à des stages d'écriture, si vous voulez pas faire un cours à l'année, à des stages d'écriture, genre d'un week-end ou d'une semaine pendant les vacances, etc. Ça peut aussi être un moyen de rencontrer des gens et ça match d'avoir ensuite des partenaires d'écriture. Ou des ateliers, il y en a qui doivent être gratuits à Paris aussi, Oui. parce qu'il y en a à Toulouse. J'ai que les Oui, s'il y en médiathèques a à et tout. Toulouse. Après, c'est pas dit que tu rencontres les bonnes personnes, mais c'est déjà un premier contact que tu peux faire Ouais. à ce moment-là, quoi. Et je te rejoins sur le partage d'expérience. Tu me dis qu'il peut aussi servir à la formation pour se confronter aux problèmes des autres. Et tout à fait. Tout à fait. C'était aussi... c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé la chaîne aussi. C'est que le fait d'avoir les retours des uns aux autres, les différentes expériences, bah, c'est un endroit justement où on peut se donner des conseils et c'est formateur en fait. Complètement. Je viens d'en terminer un de stage d'écriture. 1 an à Paris tous les 15 jours. C'était sympa. Mais l'idée est d'avoir un groupe qui se réunit et qui se suit. Ça, il faut se le faire. Ouais, c'est ça. Les réseaux sociaux aussi. Hein. Ouais. On reparlait des réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de connecter avec des gens. Et ça peut être l'occasion tout simplement de contacter par message les gens que tu suis, que t'aimes bien et qui sont sur la région en disant hey, salut, j'écris, je cherche des gens avec qui aller me poser dans un café pour écrire et discuter écriture, est-ce que ça te chauffe? Ouais. Et si t'es motivé et que tu ne trouves pas de groupe qui te plaît sur Meetup ou Freemake, tu peux aussi, enfin ça peut être à ton initiative quoi. Et voilà. Moi pour la formation et tout ça. Moi je suis plutôt un autodidacte, je ne vais pas dire la formule qu'on ne doit pas dire, voilà. Mais je suis un autodidacte. Ah oui, le fameux écrit de de bout en bout. J'ai tenté des choses. J'avais tenté une première fois une nouvelle que j'avais envoyée au prix d'écriture, prix de la jeunesse. Nougaro là? Non, Prix du jeune écrivain. Prix du jeune écrivain. À Muret. Ouais, c'est ça. Qui m'avait. J'avais eu une réponse particulièrement difficile à prendre en compte parce que vraiment ça remettait en cause un peu tout ce que j'avais fait. Et au final, il faut rebondir, il faut continuer, il faut s'acharner, il faut continuer à écrire. Si ça te motive d'écrire, autant y aller à fond. Et voilà, après j'ai rencontré quelques personnes dont ma comparse de toujours, avec qui on s'est motivé pour répondre à des appels à texte. Parce que, comme je le disais, je suis plutôt nouvelliste, j'aime le format court. Et l'avantage des formats courts, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'appels à texte qui se font, que ce soit par les maisons d'édition, pour les mairies, pour même certaines entreprises qui font ça aussi. Donc moi je fonctionne beaucoup par appel à texte. La plupart de mes textes ont été publiés à travers des appels à texte. Et pour moi, ça a été la première publication en 2016 a été vraiment un puissant comment dire, j'ai pas le mot. Un puissant motivateur. Puissant motivateur. En plus, j'avais eu un prix, une mention honorable pour ma participation. Du coup, ça rajoutait un peu, ça nourrissait mon ego. Donc c'était chouette et ça m'a
ça m'a montré un peu que j'avais réussi à évoluer, que ce soit dans mon style ou dans mon rapport au public, que c'était beaucoup plus accessible maintenant. Donc faire est pour moi la meilleure formation. Mhm. Euh, Effectivement, faire en vain, ça peut être vite fatigant, mais avoir les premiers résultats, un peu comme toi, avoir été sélectionné en master, Ouais, ça aurait été un ça, regret. ça, Oui, ça a oui. rajouté Oui. un peu du grain à moudre. Donc j'ai continué sur cette voie-là. Du coup, j'ai publié aussi un fix-up, du coup réunissant un ensemble de nouvelles flirtant les mêmes thématiques sur un même fil rouge, etc. Et depuis, c'est l'année dernière que je me suis rendu compte que, mine de rien, j'étais quand même très solitaire dans ma démarche, que je côtoyais finalement assez peu de gens qui écrivaient et qui avaient la même motivation que moi pour écrire, et qui du coup a commencé à chercher à faire vivre le collectif, chercher le collectif. Du coup, c'est comme ça que je me suis dirigé sur un salon d'auto-éditeurs où j'ai rencontré le Lofter Girl Club. Et par le Lofter Girl Club, je fais un stage chez eux. Je suis sur l'émission Twitch. Et bientôt, ils volent la chaîne. C'est ça. Voilà. Sur le Discord, etc. Et actuellement, j'ai commencé un projet d'écriture collective, d'une anthologie collective, avec des connaissances qui écrivent de ci, de là. Et on va voir où ça mène, mais effectivement, c'est quelque chose d'important de connaître des gens, et pour le réseautage, et pour la santé mentale, et pour le partage d'expérience, ne serait-ce que ça. Complètement. Et je suis plutôt une personnalité introvertie, du coup c'est quelque chose qui est difficile, mais je pense que à un moment donné, ça devient un peu obligatoire d'essayer de passer le cap et de rencontrer des gens là-dedans si on n'en connaît pas des gens. Voilà pour mon rapport à la formation. Ok. Et bon, tu disais justement que toi, c'était plutôt en écrivant en fait et en lisant, quoi, que tu t'es entre guillemets formé, quoi. C'est ça. Est-ce que vous avez eu des lectures, par exemple, qui vous ont particulièrement marqué dans votre parcours de lecteur slash écrivain que vous auriez à recommander ou, Moi, personnellement, j'ai commencé vraiment à me cultiver au niveau de la littérature pour les études sup. Avant, bien que j'ai fait une filière L, je faisais surtout de la lecture du programme avant tout. Et je suis un lecteur plutôt capricieux, donc qui a du mal à allonger sa liste de lecture. Mais avec les études sup, j'ai pris en main ma découverte littéraire, et ça a commencé notamment avec Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. J'ai vu qu'il y avait plein de Haruki Murakami tout à l'heure. Complètement. Mais Kafka sur le rivage a pas mal motivé. En fait, c'est par capillarité entre des œuvres que j'ai commencé à cultiver ça. Après, mon gros coup de cœur, ça a été Bret Easton Ellis, que ce soit en termes de style ou de sujets abordés. Ça m'a vraiment nourri. Et aujourd'hui encore, je pense que ça parle beaucoup de moi. Typiquement, le fix-up que j'ai fait, c'est clairement un hommage à l'écriture de Bret Easton Ellis. Et aujourd'hui, il y a une collection d'auteurs qui se rajoutent, plus ou moins inconnus, du Vladimir Sorokin, du Dennis Cooper, ce genre de choses un peu niche, mais qui ont fait un gros coup d'éclat au fur et à mesure, quoi. Voilà. Ok. Pour ma part, alors, les textes qui m'ont marqué en tant que lectrice sont pas forcément ceux qui m'ont marqué en tant qu'autrice. Enfin, je sais que les 3 premiers textes de littérature, on va dire plus ou moins classique, qui m'ont vraiment marqué à l'adolescence, ça va être Des sourires et des âmes de Steinbeck, Les neiges du Kilimandjaro d'Hemingway et L'amant de Marguerite Duras, qui ont été 3 claques vraiment
des fois où j'ai choisi par moi-même de lire du classique et justement pour sortir des... Enfin, c'était pas les prescrits scolaires, mais que c'est moi qui ai choisi d'aller vers des textes classiques. Et ces 3 textes dans l'écriture, qui finalement des écritures pas similaires, mais dans un truc assez direct, assez efficace et assez dépouillé comme forme d'écriture, qui est pas forcément, je pense, l'écriture que j'aime moi. Mais ces 3 textes qui vraiment m'ont laissé un souvenir en tant que lectrice de littérature, vraiment. Et après, moi, c'est vrai que ça va pas forcément être des auteurs, même s'il y a des auteurs que j'adore, j'ai cité Clémentine Beauvais tout à l'heure, même si je pense que j'ai pas son humour dans l'écriture, j'aime beaucoup la façon dont elle traite les sujets, etc. Je pense à Martin Winkler, qui est un de mes auteurs préférés, parce qu'il parle il a une écriture très réaliste, etc. Il parle des sujets qu'il maîtrise. Après, ça va, je vais plutôt aller, c'est plutôt des textes ou c'est plutôt des lectures ponctuelles ou des romans qui vont me marquer. Je vais me dire, par exemple, très récemment sur la rentrée littéraire, ça va être Capucine Delattre avec Un monde plus sale que moi, qui est un roman qui parle de découvrir la sexualité et l'amour à 17 ans, au moment de la naissance du hashtag MeToo, et qu'est-ce que c'est de se construire en tant que jeune femme à ce moment-là. Où ça va être, par exemple, je pense à la collection L'Ardeur de Thierry Magnier, qui est une collection jeunesse que j'aime beaucoup aussi, qui parle de sexualité à destination des adolescents de manière hyper clean, qui aborde les questions de consentement, qui sort de la sexualité hétérocentrée, etc. Et ça va plus être, c'est plus... mais voilà, on reste sur un côté assez militant, en fait, dans l'écriture, et c'est ça qui va m'attirer. Ça va plutôt être presque plus... Je vais plus être... si je m'inspire, c'est plus presque des démarches que des des démarches de projet ou des ambitions qu'il y a derrière, des volontés de mettre en avant ou d'écrire sur un sujet ou c'est un positionnement qui me paraît important moi, dans l'écriture, parce que je considère que quand on écrit, et surtout quand on a la chance d'être publié, on a une voix qui n'est pas négligeable quand on est publié dans l'édition traditionnelle. On a une certaine légitimité qui est pour le public, pour les gens, souvent plus importante qu'une personne lambda, parce que l'édition traditionnelle, tout ça ce qu'on disait tout à l'heure, cette aura qui fait que et donc ce qu'on choisit de raconter et de dire a un impact, un pouvoir plus ou moins important, et je pense que c'est important d'en avoir conscience quand on écrit. En tout cas moi je sais ce que je veux mettre dans mon écriture ou pas, et c'est vrai que c'est pour ça que je vais être assez vigilante sur les démarches d'auteur et les démarches d'édition qui me parlent en termes de philosophie d'écriture, de philosophie de vie et de militantisme. Ouais. Du coup, toi, tu te définirais plutôt comme une auteure engagée, autrice engagée, pardon. Ouais. Et toi, Swan ? Moi, pas du tout. Moi, je côtoie des littératures qui sont beaucoup plus trash et amorales, et ça nourrit aussi cet aspect-là. Après, ça n'empêche rien que je suis sensible aux démarches militantes, mais c'est vrai que dans l'écriture, c'est pas quelque chose qui me nourrit véritablement. Après, typiquement, l'une de mes nouvelles traite du sujet écologique et aussi une dimension politique, mais j'essaye en fait de me décentrer de l'aspect militant et politique par rapport à mes fictions, à mes textes, parce que je défends une démarche artistique avant tout, et même si tout est politique, j'essaye quand même d'avoir du recul aux choses et de me dire en fait je suis pas obligé de correspondre aux idéaux que j'ai moi, que je peux très bien faire des personnages les plus odieux possibles, et avoir assez de recul pour le faire vivre, lui donner une humanité, parce que l'humanité elle est dégueulasse aussi, et c'est un témoignage du monde, quoi. Et je pense que même avec toutes les bonnes volontés du monde, on n'arrêtera pas l'odieux et l'ignoble, quoi. Ouais. Mais justement, après, il y a une question de comment ces personnages sont représentés. On en parlait justement avec un copain qui écrit un texte où clairement son personnage principal est imbuvable, hein. Et en fait, on me dit tous, il est tellement imbuvable qu'on aurait tous pu décrocher du roman au bout d'un chapitre, parce que vraiment ce type, c'est un connard fini. Sauf que, comme on sent que l'auteur, plutôt le narrateur, est pas dans une complaisance avec le personnage, et des fois se fout un peu de sa gueule aussi, même si c'est pas dit explicitement, mais on le sent dans la lecture,
ça fait qu'en fait on accroche au texte parce qu'on sent qu'il n'y a pas un cautionnement justement des actes des actes sans pour autant que ce soit, c'est pas du tout un texte militant, c'est pas du tout un texte engagé, etc. Mais voilà, dans l'écriture, je considère qu'on peut écrire des personnages abjects, etc. Et il peut y avoir, on peut parler et de ça tout. peut être de très bons personnages. C'est ça, et c'est de comment tu l'écris, et voilà, moi ça se pose là. Après, moi c'est aussi que le militantisme, c'est tellement une part importante de ma vie personnelle. Oui, c'est dans ton identité, donc ça se répercute dans ton identité littéraire, quoi. C'est ça, c'est que même les textes, enfin en fait, c'est que même les textes, j'écris pas mes textes en me disant ça va être un texte engagé, et mes textes ne sont pas des manifestes politiques, c'est avant tout des histoires, des textes littéraires et un objet artistique, et voilà. Sauf que je ne sais pas écrire de texte qui ne pas mettre un brin de, pour vous dire, le roman jeunesse que j'ai fini récemment, c'est un roman jeunesse qui parle de précarité menstruelle. Voilà, c'est forcément, le thème fait que... Je pense que d'autant plus dans le cadre de la jeunesse, il faut avoir quand même une conscience de quel public tu as qui sont influençables par ce que tu écris, c'est évident. Moi, c'est effectivement pas la cible que je vise. Et c'est vrai que je suis très prudent sur les notions de morale et que j'ai pas envie de dire ça c'est bien et ça c'est mal, parce qu'au final, selon le point de vue que tu auras sur le monde, tu vas pas du tout avoir la considération du bien du même côté qu'un autre, quoi. Et j'essaye d'être décentré par rapport à ça, même si la politique, le rapport politique dans l'art et la culture est prégnante, quoi. Oui, c'est ce que tu avais dit dans les résultats au sondage, que effectivement tout est politique, mais c'est ça. Tu essaies de te décentrer aussi vis-à-vis de ça. Moi j'ai vraiment une démarche, tout est politique, donc il y a une responsabilité, il y a un enjeu, il faut le saisir, mais comme sur les débats, le genre sur peut-on séparer l'homme de l'artiste, etc. Oui. Voilà, ma pancarte à toutes les manifs féministes, c'est séparer l'homme de l'artiste, oui, mais à la hache. Voilà. Si vous donnez à peu près ma position sur la question. Et Shadowlist dit que l'idéal c'est de poser les bonnes questions et pas de donner les réponses. Et je trouve ça très juste. Et par rapport au sondage, il y avait, la majorité pensait justement à plus de 60% que ça dépend du projet, en fait. Quand, la question c'était est-ce que vous vous définissez comme un auteur engagé ? Et la majorité a répondu que ça dépendait du projet. 25% oui, quand même. Et les 12% restants, on s'en fiche, c'est de la fiction. Et Jotun Jack, je crois qu'il n'est pas là ce soir, qui disait, et ça m'a fait penser un petit peu à ce que tu partageais, que nos convictions se ressentent dans nos écrits, car elles façonnent notre façon de voir le monde, donc par voie de conséquence, oui, il y a une répercussion. Et Matt qui disait que ça dépendait du projet, mais que effectivement quand elle prenait un petit peu de recul sur la question, elle trouvait que en fait chacun de ses textes possède un certain engagement. Et Matt écrit a écrit un recueil de nouvelles féministes justement. Je pense en fait que l'auteur transpirera toujours en fait sur son œuvre, et forcément il y aura une part de sa personnalité. Même en se décentrant de cet aspect-là, je pense que j'ai un rapport à une certaine universalité, un rapport à un certain humanisme, etc., qui est prégnant, mais donc... C'est pas ce que tu as envie de mettre en avant. C'est l'intensité, quoi. C'est plus l'atmosphère, effectivement, que j'essaye de mettre en place, plus que vraiment le message. Comme disait, j'essaye de poser certaines questions à travers le texte, plutôt que donner un cap à suivre, quoi. Est-ce que dans le chat vous avez des questions pour Mathilde ou pour Swan, puisque là nous on a fait le tour des points qu'on voulait aborder, sauf si vous avez des éléments à rajouter ou Comme ça. Je me sens prise de court. On fera un live justement sur... là, on fait une petite ouverture vers ça. Valeur artistique, valeur morale, parce que c'est... j'ai l'impression que c'est quand même au cœur de l'art aujourd'hui. Et des questions d'actualité. Clairement. Parce que je parlais là, c'est la collection. En attendant que vous formulez vos questions.
Les couillons. Je parle de la collection L'Ardeur chez Thierry Magnier dont je parlais tout à l'heure. Cet été, un de leurs textes a été interdit à la vente aux mineurs, qui est une collection qui est faite pour parler de... Par Darmanin. Par J'ai Darmanin. vu ça passer. Tout à fait. Mais oui. Un texte d'un auteur toulousain d'ailleurs qui s'appelle Manukos. Ce texte ça s'appelle Bien trop petit et qui raconte l'histoire de Grégoire qui a 15 ans. Et un jour, Grégoire se change dans les vestiaires en sport et quelqu'un fait une remarque sur la taille de son pénis. Et ça y est, il se dit que c'est la fin de sa vie parce qu'il a une petite bite et que jamais aucune femme ne fera l'amour avec lui. Il ne sera jamais amoureux et qu'il peut mourir maintenant parce que sa vie est finie puisque il a une petite bite. Voilà, c'est le pitch de base, donc sur les complexes masculins. Et c'est un texte qui effectivement contient des scènes explicites qui est à destination des mineurs, en tout cas, c'est bien mentionné à l'arrière de l'ouvrage que c'est à destination des plus de 15 ans. Ouais. Et en fait, c'est des textes qui sont faits pour avoir du contenu plus ou moins explicite, en tout cas pour parler de sexualité, puisque le slogan de la collection c'est lire, oser, fantasmer. Et c'est justement le but, c'est dans un monde où on manque cruellement d'éducation sexuelle, puisque là c'est la cassette militante qui prend la parole, qui prend le truc. En France, on est censé avoir 3 séances d'éducation sexuelle obligatoires de la primaire à la fin du lycée par an. Si vous avez eu 3 dans votre vie, vraiment je prête pareil à venir saluer vos profs directement. Voilà. Leur serrer la main parce que vraiment ça veut dire qu'ils ont fait un travail phénoménal. Et où la pornographie est aussi accessible avec des contenus qui sont totalement pas éthiques, avec des violences sexuelles qui sont montrées à l'écran, des agressions, etc. C'est important de donner aux jeunes des moyens de s'informer et de cultiver aussi, puisque dire qu'à 15 ans on pense pas au cul, c'est vraiment une aberration. Être c'est du totalement le réel n'existe pas. C'est ça. Et donc autant avoir des moyens, des supports qui sont intéressants, qui parlent de consentement, qui parlent de différentes orientations sexuelles, de différentes formes de sexualité aussi, qui dézooment un peu la question de manière saine. Et ce livre est interdit donc aux mineurs, à la vente aux mineurs, sachant que c'est un livre jeunesse, donc ça cache un peu le propos, par le ministère de l'Intérieur, donc directement par ordonnance de Gérald Darmanin. Mais tant pis pour lui, puisque en fait ça a fait un buzz de ouf pour le bouquin qui a multiplié par plus de 600% ses ventes. Eh ben tant mieux. Et qui a eu le droit à un chouette hashtag lancé par Nicolas Mathieu, qui est un ancien qui a eu le prix Goncourt il y a 3 ans, qui s'appelle qui était When I Was 15. Et d'ailleurs, où il a recueilli les témoignages des gens qui parlaient de justement qu'à 15 ans, la sexualité, la littérature, c'était deux sujets qui se mélangeaient et qu'il y en a plein qui racontaient que oui, leurs premiers émois sexuels c'était sur les harlequins piqués dans les collections de leurs parents ou de leurs grands-parents. De parler de tout ça. Et d'ailleurs, c'est devenu un ouvrage qui sort à la fin du mois d'octobre, qui s'appelle When I Was 15. Qui regroupe plusieurs témoignages de ces personnes là-dessus, mais donc sur la censure, en attendant, c'est ce petit... si vous voulez soutenir une chouette maison d'édition jeunesse indépendante, un chouette auteur toulousain qui publie la maison d'édition, c'est Thierry Magnier. La collection, c'est L'Ardeur, et le texte, c'est Bien trop petit de Manukos. Voilà. Ok, merci. Je le redemanderai tout à l'heure. Sur les petits scandales de la littérature jeunesse, et durant cet été, si vous étiez en vacances et que vous avez loupé... Voilà. C'est vrai que ça ouvre à la notion de censure. Complètement. On fera un live sur ces questions-là. Elles sont bien trop actuelles, je trouve. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Je pense qu'on a bien creusé notre trou. Ouais. C'était cool pour vous? C'était bien. Très chouette. Après, je vous prends là en direct. Non, je la chier en fait. Je suis prise en otage, je veux partir. S'il vous plaît. Je remets les Instagram. Je vois un couteau là-bas. De Swan et Mathilde. Je crois que c'est au singulier. Sachez qu'aucun de nous deux n'est là volontairement. Nous n'avons pas le choix. Appelez la police. Appelez. En tout cas, merci à vous deux. C'était très cool. Chouette expérience. C'était une chouette rencontre. Et moi, je vous retrouve demain matin ou demain après-midi. Mes horaires sont en train de changer pour le live du vendredi. Normalement, c'est demain matin. Je préfère le matin. Voilà. Il y aura le jeudi matin. et voilà, merci à vous d'avoir été là.
Merci pour vos questions, pour vos retours. Et puis, on vous fait des bisous. Et puis, à très vite. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Bonne soirée à vous.